Bien, chers collègues, nous allons débuter la commission. Après avoir entendu à l'automne dernier les responsables des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, nous reprenons nos échanges dans le domaine du sport en recevant Madame Marie-Amélie Le Fur, nouvelle présidente de l'Agence nationale du sport, ANS, et Monsieur Frédéric Sanor, directeur général de cet établissement. Cette audition, dont le principe est fixé par l'article L. 112-16 du Code du sport, est l'occasion de faire un point sur les actions et les moyens de cette agence. Concernant les actions de l'ANS, je rappelle que le Code du sport confie 2 missions à votre établissement. D'une part, le soutien au sport de haut niveau, en particulier dans les disciplines olympiques et paralympiques, et d'autre part, le développement de l'accès à la pratique sportive pour tous. Notre commission souhaiterait recueillir votre point de vue sur ces 2 aspects. Concernant le soutien au sport de haut niveau, nous désirons bien sûr vous entendre sur l'association de l'ANS aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris. Quel bilan dressez-vous et quels enseignements en tirez-vous aux perspectives des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2030 dans les Alpes françaises? La préparation de ces Jeux d'hiver seront d'ailleurs suivis au sein de notre commission par un groupe de travail coprésidé par nos collègues Béatrice Bellamy et Salvatore Castiglione. Concernant le développement de l'accès à la pratique sportive pour tous, si l'ANS a dépensé 280 millions d'euros à ce titre en 2023, son rôle fait de plus en plus débat. L'ancien ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative, Gilles Averrousse, s'était prononcé en faveur d'un recentrage de l'ANS sur le seul sport de haut niveau et de la haute performance. Que pensez-vous de cette idée? La question des moyens de l'ANS appelle aussi une vigilance particulière. Cette question est probablement la plus urgente puisque la loi de finances pour 2025 devrait acter un fort recul des crédits au profit de votre établissement, alors même que l'ANS a enregistré en 2023 un déficit de 71,5 millions d'euros. Initialement, le PLF envisageait un financement à la hauteur de 320 millions d'euros, répartis entre des crédits budgétaires et le versement de produits de 2 taxes affectées. Ce montant était en recul de plus de 100 millions d'euros par rapport à 2024, soit un recul supérieur à celui justifié par la fin des Jeux olympiques et paralympiques. Les débats au Sénat ont fait craindre une ponction supplémentaire. La perspective d'accroissement de la taxe perçue sur les paris sportifs est-elle suffisante pour compenser la baisse annoncée de ces crédits? Et le déficit observé en 2023 devrait-il être de nouveau constaté cette année? Toujours concernant les taxes affectées, je souhaitais vous interroger sur la taxe dite Buffet, sur la cession des droits de diffusion des manifestations sportives qui, en 2023, a représenté 60 millions d'euros de sources pour l'ANS. Un point peut nous interroger. La Ligue de football professionnel a conclu un accord avec 2 diffuseurs, DAZN et Bein Sport, pour la retransmission des matchs de Ligue 1 et de Ligue 2. Le montant du contrat avec DAZN devrait réduire la somme perçue au titre de la taxe Buffet, mais il n'appelle pas de remarques particulières. En revanche, le contrat conclu avec Bein Sport porte sur 98,5 millions d'euros, mais 20 millions d'euros seront versés sous forme de contrats de sponsoring échappant à la taxe Buffet. Ne s'agit-il pas là d'une forme de contournement de cette taxe? S'agissant toujours des ressources de l'ANS, Madame Marie Barsac, ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative, a indiqué récemment vouloir encourager votre établissement à développer son recours au financement privé. En 2023, ces financements représentaient 12 millions d'euros, soit moins de 3% de vos ressources. Un objectif de développement de ces financements privés vous a-t-il été assigné? Et cette orientation est-elle compatible avec vos missions de service public? Et enfin, je termine par une question sur le savoir nager, question qui me tient particulièrement à cœur. Le plan 1, 2, 3 nager est désormais piloté par l'ANS. Pouvez-vous nous préciser ses contours ainsi que ses objectifs? Vous le voyez, Madame la Présidente, Monsieur le Directeur Général, beaucoup de questions se posent.
Pour vous permettre d'y répondre, je vais vous céder la parole pour une présentation générale d'une quinzaine de minutes, avant de donner la parole à mes collègues pour un échange et un jeu de questions-réponses. Et donc, nous vous donnons la parole. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour cette première audition en qualité de présidente de l'Agence nationale du sport. Donc je suis accompagnée aujourd'hui effectivement du directeur général de l'Agence, Monsieur Frédéric Sanor, ainsi que de la directrice générale adjointe, Marilyn Arnaud, qui viendront bien évidemment compléter les propos liminaires que je pourrais vous porter ce matin. Peut-être, avant, Madame la Présidente, de répondre à quelques-unes de vos questions, recontextualiser une évolution notable de l'agence qui s'est produite fin novembre, puisque ça ne vous aura pas échappé, il y a donc eu un changement dans la gouvernance de cette agence au cours de l'Assemblée générale du 28 novembre. Et donc, pour la première fois de son histoire, la gouvernance a été donnée, attribuée, votée et validée par les membres de l'Assemblée générale pour une candidature du mouvement sportif. Historiquement, depuis la création de l'agence en 2019, cette fonction de présidence était occupée successivement par les deux délégués interministériaux aux Jeux olympiques et paralympiques. Donc, c'est un changement notable. C'est une confiance aussi, finalement, dans cette gouvernance partagée qui, on le rappelle, s'incarne autour des 4 grands collèges qui sont le fondement de cette agence nationale du sport. Cette élection à la présidence d'une personne issue du mouvement sportif a eu des conséquences en cascade sur les vice-présidences, puisque donc est devenue vice-présidente de cette agence à l'occasion de l'Assemblée générale, également la directrice des sports, Madame Fabienne Bourdet, aux côtés de 2 coprésidents qui étaient déjà en fonction, David Lazarus pour le collège des collectivités territoriales et Dominique Cariac pour le collège du monde économique. Vous dire que depuis les 5 ans de création de l'agence, nous avons vraiment une gouvernance qui est installée, qui est partenariale, avec une véritable dynamique collective qui vient vraiment nourrir la réflexion de l'agence, qui vient nourrir aussi son fonctionnement, puisqu'on avons au sein de l'agence diverses commissions thématiques qui permettent d'impacter, d'impulser, de choisir les actions de l'agence. Et à chaque fois, dans chaque commission, on a à cœur de retrouver des représentants de chacun de ces 4 collèges. Donc c'est absolument essentiel pour nous et c'est ce qui guide notre action. Et ce qui est intéressant dans cette gouvernance partagée, c'est que finalement, les priorités, les dynamiques qui sont impulsées par chaque acteur sont très complémentaires. On n'a pas forcément les mêmes orientations, les mêmes focus. Et l'idée, c'est d'avoir ce dialogue-là pour faire converger ces ambitions. Et bien évidemment, et vous l'avez rappelé, Madame la Présidente, et on y est fortement attaché au sein de l'agence, continuer d'utiliser cette gouvernance partagée en faveur de la haute performance et donc du rayonnement international de nos athlètes de haut niveau, que les Jeux aient lieu en France ou à l'étranger, et quel que soit le niveau des compétitions internationales. Mais on a aussi cette volonté, et c'est important pour cette gouvernance partagée, de continuer à agir pour le développement du sport, pour la gestion des équipements, le développement des équipements, et vraiment faire en sorte que notre nation devienne une nation sportive. Donc on est déjà à date, puisque la page des Jeux de 2024 a été tournée, projetée vers une ambition de 2030, 2032, avec cette volonté de maintenir l'ambition haute performance de nos équipes de France, que ce soit sur les Jeux olympiques et paralympiques d'été, mais également une ambition renforcée sur, bien évidemment, la réussite des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver. Et cette volonté, qui a été impulsée notamment lors des vœux du président de la République l'année dernière, au janvier 2024, qui est d'aller, d'ici l'horizon 2027, chercher de nouveau 3 millions de pratiquants supplémentaires, puisque l'objectif qui était fixé pour l'agence était, pour les Jeux de 2024, d'atteindre ces 3 millions de pratiquants supplémentaires, et cet objectif avait été atteint dès 2023, et on a besoin de continuer
à amener de plus en plus de Français au sport. Concernant la gouvernance, sachez que les modifications de gouvernance nous ont amené aussi à retravailler l'articulation, bien évidemment, avec la délégation interministérielle aux Jeux, qui était de fait quand le président était le DIJOP. Donc nous réfléchissons actuellement à trouver cette articulation avec le DIJOP, qui est également DIGES, et dont les missions sont intimement liées au fonctionnement de l'Agence nationale du sport. Et nous continuons bien évidemment notre collaboration en proximité avec la direction des sports et le ministère des Sports. Peut-être revenir effectivement sur les grands piliers de l'agence et faire quelques focus thématiques en réponse à votre demande, Madame la Présidente. Donc sur le volet haute performance, donc en 2023, puisque c'était l'objectif, c'était de parler aussi de ce rapport d'activité 2023. Vous dire que 126 millions d'euros ont été attribués sur ce volet haute performance, 110 millions hors équipement, bien évidemment avec toujours ce même engagement et cette même impulsion autour de focus prioritaires que sont les athlètes, leur accompagnement, leur suivi, leur préparation, bien évidemment un focus également sur la qualité de l'encadrement technique, puisque sans ses coachs, sans son encadrement, un sportif n'est pas en capacité de produire de la performance. Donc c'était vraiment quelque chose qui était intimement lié à cette ambition bleue portée par Claude Onesta à l'époque. Continuité aussi du focus sur la data et la recherche, sur lequel on avait un retard notable dans le modèle français, et cette ambition a permis de rattraper et d'investir sur ces champs-là. Et bien évidemment, puisque le gap à franchir était conséquent, un investissement tout particulier sur la préparation des athlètes paralympiques et amélioration effectivement de leur niveau de performance. Peut-être un petit focus sur les actions 2023, les actions notables. Vous dire que l'agence a renforcé son travail à proximité des athlètes, notamment au travers du développement des maisons régionales de performance qui permettent à proximité des lieux de vie, à proximité des entraînements, des lieux d'entraînement de nos sportifs qui ne sont pas forcément centrés sur Paris ou sur l'INSEP, d'avoir un accompagnement individualisé, un accompagnement transversal. En 2023, nous avions également lancé les premiers travaux sur quelque chose qui a été emblématique de ces Jeux de Paris 2024, c'est la maison la maison de la performance qui était adossée au village et qui a vraiment apporté un support complémentaire à la préparation de nos athlètes, à la proximité de leurs coachs. Donc ça, c'est aussi une très belle réussite et ça doit encourager effectivement ce travail sur les prochaines éditions des Jeux olympiques et paralympiques et de voir comment nous pourrions dupliquer cette maison de la performance sur des Jeux qui ne se tiendraient pas dans notre pays. Nous avons également pu atteindre ce bilan des équipes de France grâce à la dynamique partenariale qui était incarnée au sein de l'Agence nationale du sport par le programme Gagner en France, donc qui était un programme où vraiment nous souhaitions à destination des sportifs optimiser leur préparation, permettre à ces sportifs le jour J d'être véritablement orientés, focalisés uniquement sur leur performance et donc leur offrir des conditions optimales de préparation. C'est la première fois que nous avions une méthode partenariale concertée au travers de 11 entités. Et là encore, il y a une volonté véritablement d'utiliser cette dynamique que nous ont permis les Jeux à la maison pour reproduire cette dynamique sur des Jeux, les prochains Jeux olympiques et paralympiques. Comme je sais que vous y êtes attachés pour avoir regardé des auditions précédentes, peut-être vous faire un focus sur l'accompagnement des athlètes, parce que je sais que vous y êtes sensibles, je sais qu'on entend aussi énormément de débats sur la qualité de vie de nos athlètes, sur leur sécurité financière, encore une fois sur la base des chiffres 2023, mais qui ont été rehaussés en 2024. Vous dire que sur le budget haute performance, c'était 14 millions qui étaient rétribués directement aux athlètes. Bien évidemment, sur 2023, nous avons continué ce programme qui était, et cette volonté qui était de garantir à chaque athlète de haut niveau, dans le cercle haute performance, 40 000 euros de revenus, ce qui permettait d'avoir des athlètes qui étaient sécurisés financièrement dans leur projet. Des aides à la parentalité ont également été développées dès 2023 pour accompagner nos athlètes, que ce soit des hommes
ou des femmes dans cette gestion de la parentalité, quel que soit leur statut d'athlète de haut niveau. Et nous avons également renforcé toutes les actions concernant l'insertion professionnelle et la formation des athlètes de haut niveau pour préparer la reconversion dès la carrière sportive. Donc c'est des focus qui continuent et bien évidemment qui feront partie de l'ambition bleue qui est désormais, vous l'avez noté, menée par Yann Cuchera, et pour lesquels on pourra faire des annonces dans les prochains mois, notamment sur les perspectives 2028 et également sur, bien évidemment, les Jeux d'hiver qui arriveront dès 2026 à Milan. Peut-être concernant le deuxième volet, faire un focus également sur toutes les actions de l'agence en faveur du développement des pratiques. Donc un budget, vous l'avez rappelé, Madame la Présidente, qui est à hauteur de 284 millions d'euros sur l'année 2023, dont 165 millions étaient à destination des équipements sportifs. Là encore, plusieurs piliers dans la vision de l'agence. Avoir bien évidemment un accompagnement des acteurs du sport, des associations qui portent au plus près des territoires cet accès à la pratique sportive de toutes et tous. Donc, bien évidemment, un maintien dans l'engagement de l'agence sur les projets sportifs fédéraux, qui sont les déclinaisons territoriale des actions des fédérations au plus près des clubs. Bien évidemment, un focus tout particulier sur la question de l'emploi et de la professionnalisation des associations. Et ce sont plus de 5000 emplois qui ont été soutenus par l'agence durant l'année 2023. Et concernant les équipements, et c'est important de le rappeler, qui est vraiment un enjeu majeur et qui, à l'orée de cette rentrée sportive post-Jeux 2024 est peut-être un des éléments qui freine la dynamique de nos clubs dans les territoires. Ça ne vous aura pas échappé que l'effet jeu s'est produit. Nous avons eu sur l'ensemble des fédérations près de 20% de hausse de demandes de licence qui malheureusement, pour des raisons de disponibilité des équipements, pour des raisons de difficulté de créneaux, ne peuvent pas être totalement honorées. Donc on a vraiment un enjeu moyen terme, un enjeu long terme à mieux structurer notre pays en faveur d'équipements, que ce soit des équipements structurants, mais également des équipements de proximité. Et c'est l'enjeu auquel répond bien évidemment le programme 5000 équipements qui a été reconduit par le président de la République sur la période 2024-2026. Et vous dire qu'en 2023, au titre de ce plan 5000 équipements, ce sont plus de 3000 projets qui ont été subventionnés à hauteur de 108 millions d'euros. Également, un petit focus important, puisque je sais que vous y êtes sensible, vous dire que sur le budget développement des pratiques en 2023, nous avions également à l'échelle de l'agence décidé de consacrer plus de 12 millions d'euros aux actions en faveur de l'éthique et de la lutte contre la délinquance dans le sport. Donc l'agence prend aussi sa pleine part sur ces enjeux d'avoir des gouvernances plus éthiques, d'avoir un sport qui est plus éthique et d'avoir un sport qui est respectueux de l'ensemble de ses pratiquants. Nous avons, et ce sera une perspective que nous souhaitons renforcer dans les prochaines années, également dans les derniers mois, continuer l'action de l'agence en faveur de l'innovation sociale par le sport, qui s'est principalement sur les années 2023-2024 traduit par l'appel à projet Impact 2024 autour de 4 grandes thématiques de financement d'action des associations, que ce soit l'inclusion, l'égalité, la solidarité, la santé, le bien-être, l'éducation, citoyenneté et le développement durable. Donc cet appel à projet 2024 est aussi au sein de l'agence une incarnation que le sport n'est pas que du sport, que le sport est un véritable impact dans notre société, que le sport permet d'agir sur énormément de leviers absolument essentiels de notre société, que ce soit un enjeu sanitaire et de santé des Français, que ce soit un enjeu éducatif, mais également de possibles luttes contre les délinquances, de possibles enjeux aussi d'insertion professionnelle, notamment des jeunes. Donc on a cette volonté de continuer à agir en ce sens, de continuer à lisibiliser bien évidemment aussi l'action
de l'agence en ce sens. Et vous dire aussi que nous avons, sur l'enjeu du développement des pratiques, eu égard à énormément de messages que nous avons pu recevoir, eu cette volonté de continuer à simplifier l'action de l'agence, notamment au travers de dispositifs numériques qui permettent aussi bien aux opérateurs qui agissent sur la question des équipements, mais également des bénéficiaires, de pouvoir avoir des dépôts de dossiers facilités. Donc c'était tout l'enjeu d'une plateforme numérique qui a été portée et développée par l'Agence nationale du sport. Bien évidemment, et parce que c'est un point essentiel, vous faire aussi un point d'évolution sur la déclinaison territoriale de l'Agence nationale du sport, qui compte désormais 19 conférences régionales et 14 conférences régionales des financeurs. Vous le savez, ces déclinaisons territoriales ont plusieurs buts. Déjà, premièrement, d'établir un diagnostic territorial de la pratique sportive sur le territoire, au travers d'une gouvernance partagée, de pouvoir établir un programme sportif territorial, puis derrière, par des actions et des projets emblématiques, de pouvoir cofinancer des actions dans les territoires. Donc, bien évidemment, depuis l'instauration de ces conférences régionales du sport, l'action a continué à avancer. En 2023, 2 nouvelles conférences régionales du sport ont été installées en Outre-mer et ce sont 10 conférences régionales des financeurs qui ont été instaurées, dont 2 en Outre-mer, et un projet emblématique qui avait été porté en 2023 par la région Centre-Val de Loire. Donc on a une volonté de maintenir cet engagement concernant la déclinaison territoriale, mais nous sommes aussi conscients des retours que nous recevons de la part des territoires. Nous voyons bien que le fonctionnement de ces conférences est inégal d'un territoire à l'autre et nous avons à cœur de réunir les acteurs, les protagonistes, bien évidemment déjà le cercle des présidents, pour faire un premier bilan avec eux, de voir comment nous pouvons renforcer ces actions, et nous nous appuierons également sur l'évaluation qui est dans la convention constitutive de l'Agence nationale du sport en 2025 pour pouvoir aussi faire des propositions fortes en ce sens, pour toujours améliorer cette déclinaison territoriale. Sans vouloir être trop longue, peut-être répondre à une dernière de vos questions, Madame la Présidente, sur l'enjeu des partenariats. Car oui, c'est un enjeu fort de l'Agence nationale du sport, d'aller diversifier sa relation avec le monde économique et bien évidemment d'aller chercher des partenariats financiers supplémentaires. Vous l'aviez noté, en 2023, c'était 12 millions d'euros qui venaient de ces partenariats. En 2024, c'était 18 millions, donc on est sur une trajectoire croissante d'une année sur l'autre. Et bien évidemment, on va compter sur la dynamique de la grande cause nationale du sport qui a permis d'aller chercher énormément de partenaires pour financer des actions en faveur du sport, en faveur d'un sport social et sociétal, pour continuer à impulser cette dynamique partenariale. Terminer en vous disant que je pense collectivement que nous savons que nous sommes à un tournant pour le sport français, un tournant parce que nous venons de refermer cette page Paris 2024, une page Paris 2024 pour différentes raisons a été brillamment réussie. Déjà parce que le comité d'organisation a, dans ses missions et les responsabilités qui étaient les siennes, brillamment réussi l'organisation de ces Jeux olympiques et paralympiques, mais également parce que la stratégie que nous avons mise en place, notamment au sein de l'Agence nationale du sport, a permis de réussir 2 ambitions. Je vous le disais tout à l'heure, cette ambition de la haute performance avec un top 5 olympique, avec un top 8 paralympique, mais également cette ambition de gagner le cœur des Français par le sport et donc d'aller chercher ces 3 millions de pratiquants supplémentaires. Concernant les perspectives, nous avons cette volonté de continuer à consolider le modèle de l'agence. C'est une agence qui est récente, c'est une agence qui a 5 ans, c'est une agence qui se perfectionne dans son modèle chaque année. Bien évidemment, nos actions en 2025 s'appuieront sur les différentes évaluations auxquelles nous nous soumettrons durant cette année, que ce soit sur le fonctionnement de l'agence dans sa globalité ou sur des programmes plus particulièrement. Et on aura une action qui sera conduite au travers des actions de simplification, de lisibilité et d'une meilleure articulation, bien évidemment, de nos différents dispositifs. Et nous avons également entendu, et je terminerai par ce message, la volonté de la ministre des Sports d'avoir une agence nationale du sport qui se tourne bien évidemment beaucoup plus sur un sport qui doit servir
servir l'innovation sociale de notre pays. Nous y répondrons et nous nous organiserons pour nous dimensionner en ce sens. Je vous remercie, Madame la Présidente. Nous allons donc maintenant passer aux orateurs de groupe. Et nous commençons par le Rassemblement national avec Julien Audoul. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, Monsieur le Directeur Général, en tant que co-rapporteur de la mission Flash sur les dérives communautaristes et islamistes dans le sport, avec ma collègue Caroline Yadan, j'aimerais vous interroger sur ces dangers. Le sport est la cible de nombreuses menaces, comme vous le savez. L'État a mis en place des outils, mais des incohérences existent qui rendent l'ensemble peu clair et donc inefficace. Je vais prendre l'exemple de Signal. Signal à la fois la plateforme et Signal l'adresse mail. Le site signalsport.fr, qui a été créé en décembre 2023, est utilisé pour dénoncer les manipulations des compétitions sportives. Parallèlement, ou si je puis dire en concurrence, l'adresse signal-sport@sport.gouv.fr a été créée en décembre 2019 pour accueillir les signalements de violences dans le sport. Donc ma question est simple, pourquoi multiplier les outils? Pourquoi ne pas regrouper toutes ces problématiques sur une plateforme unique pour plus de visibilité et de lisibilité, incluant aussi les atteintes à la laïcité sur le communautarisme islamiste? Je le dis sans détour, et c'est une réalité que tous les républicains connaissent, l'entrisme islamique gangrène le sport en France, que ce soit par le prosélytisme, des clubs communautaires, le port du hijab pour les femmes, de collants couvrant les genoux pour certains footballeurs. Nous constatons malheureusement que la France, depuis trop longtemps, recule face à la pression islamiste. Donc, en tant que présidente de l'Agence nationale du sport, quelle est votre place concrètement dans la lutte contre ces dérives? Quelle est votre coordination avec la direction des sports du ministère des Sports? En bref, quelle est l'utilité de votre agence pour défendre la République sur tous les terrains? Je vous remercie. Nous passons maintenant donc au groupe Les Démocrates avec Géraldine Bagné. Merci. Madame la Présidente, Monsieur le Directeur Général, les débats de ce matin se focaliseront très certainement sur la question budgétaire. Aussi, dans ce contexte, le bilan de l'ANS fait apparaître une baisse des moyens en faveur de certaines cibles dans un objectif de correction des inégalités d'accès à la pratique sportive. Les moyens financiers de l'agence en direction des personnes en situation de handicap sont de fait passés de 13,47 millions d'euros en 2022 à 12,78 millions en 2023, ceux destinés aux femmes et jeunes filles de 14,14 millions à 12,79 millions sur la même période, et les crédits territoriaux fléchés vers le sport santé, qui s'élevaient à 17,8 millions d'euros en 2022, se montaient à 15,6 millions en 2023. Dans ces perspectives 2024, l'agence a bien pris soin de mentionner le renforcement des actions en faveur de ces publics particuliers. Pouvez-vous nous confirmer le maintien de cette priorité dans le contexte budgétaire que l'on connaît ? Par ailleurs, sur le plan 5000 équipements 2024-2026, peut-être quelques remontées pratico-pratiques. J'ai vu parfois de petites communes récupérer des morceaux venus d'équipements d'autres collectivités en bon état qui renouvelaient leur matériel. C'est une bonne idée qu'il faudrait généraliser. J'ai par contre été surprise d'apprendre qu'un vestiaire de football ne pouvait être éligible si le terrain n'était pas aux normes, bien plane, aux dimensions de compétition exigibles, ce qui est très rarement le cas dans nos bourgs. La rénovation des vestiaires est pourtant souvent une attente très forte, alors que le football est encore la pratique de proximité la plus prisée. On n'a peut-être pas besoin d'un terrain parfait pour avoir besoin de vestiaires. On ne peut dans tous les cas que se satisfaire de la réussite du plan 5000 équipements, alors que pour la seule année 2023, 108,5 millions d'euros ont été accordés à 3243 projets. C'est vraiment quelque chose de très important dans nos territoires. Le groupe démocrate, on va le rappeler, est très attaché au sport. C'est un gage évidemment essentiel de santé, de solidarité, de cohésion. Merci pour votre engagement, Madame la Présidente et Monsieur le Directeur Général. Je vous remercie. Nous passons au groupe Ensemble pour la République avec Bertrand Sort. Merci Madame la Présidente de l'ANS, Monsieur le Directeur Général.
Tout d'abord, Madame la Présidente, je tiens à vous adresser mes plus sincères félicitations pour votre élection à la tête de l'Agence nationale du sport. Votre parcours exceptionnel, tant en tant que championne qu'en tant qu'ancienne présidente du Comité paralympique et sportif français, sera sans nul doute un atout majeur pour accompagner et développer encore la dynamique de l'agence. L'occasion aussi pour moi de remercier votre prédécesseur qui a également fourni un énorme travail, mais aussi de remercier toutes les équipes, à l'image de Frédéric Sanor, qui est préfigurateur et présent depuis le premier jour de la création de l'agence. Merci à vous, Monsieur Sanor. Depuis sa création en 2019, l'ANS a su répondre pleinement à ses ambitions. Elle a joué un rôle clé lors des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 en mobilisant tous les moyens nécessaires pour soutenir la haute performance de nos sportifs. Et quel succès! Ces Jeux resteront gravés dans nos mémoires, tant pour la beauté des lieux qui ont accueilli les épreuves que pour les performances remarquables de nos athlètes français. Nous pouvons être fiers des records battus, tant en nombre de médailles qu'en affluence de spectateurs, et notamment lors des Jeux paralympiques. Par ailleurs, l'ANS poursuit un autre objectif essentiel, celui d'accompagner tous les territoires en les dotant d'infrastructures sportives accessibles à toutes et tous. Les résultats sont indéniablement positifs. Je peux témoigner, dans ma circonscription rurale, du nombre important de petites communes qui, depuis 4 ans, ont créé de nouveaux lieux de pratiques sportives, city park, pistes de paddle notamment, en rendant cette pratique sportive accessible à toutes, à tous, à tous les âges, ce qui est, je pense, l'objectif poursuivi par l'agence. Ce soutien a donc été particulièrement précieux pour les petites communes rurales. Et ma question, Madame la Présidente, Monsieur le Directeur Général, en découle. Entendez-vous pérenniser et sanctuariser ces budgets afin de garantir la poursuite de la construction d'infrastructures sur l'ensemble du territoire et notamment en zone rurale, zone souvent déficitaire en matière d'équipement sportif? Je vous remercie. Je vous remercie. Nous passons au groupe LFI-NFP avec Rodrigo Arenas. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, je dois vous dire mes inquiétudes quant à l'organisation des Jeux olympiques d'hiver de 2030 et plus particulièrement sur 2 aspects cruciaux. L'impact environnemental et écologique et la dimension économique du projet. Ne vous inquiétez pas, il y en aura pour tout le monde, vous aussi. Les Jeux olympiques s'inscrivent manifestement dans un paradigme dépassé. D'ailleurs, de moins en moins de villes sont candidates à leur organisation et ils proposent comme modèle à nos jeunes générations un événement écocidaire insoutenable. Il serait totalement immature d'ignorer la réalité du réchauffement climatique. Les Alpes françaises qui ont été sélectionnées pour accueillir ces Jeux subissent depuis plus de 30 ans une baisse constante de leur enneigement. Les études scientifiques montrent une réduction significative de la durée et de l'épaisseur de la neige naturelle. L'utilisation de neige artificielle devient donc incontournable pour garantir le déroulement des épreuves. Cet investissement dans une pratique aussi énergivore et polluante est tout simplement irresponsable. Par ailleurs, le volet financier de ces Jeux olympiques d'hiver soulève de sérieuses questions. Il fait notamment preuve d'une opacité alarmante. Aucune vision claire n'est présentée quant au coût réel de l'événement, notamment pour les infrastructures temporaires, la logistique ou encore les éventuels dépassements budgétaires qui sont presque systématiquement dans ce type de manifestation. En parallèle, les retombées économiques pour les territoires restent extrêmement incertaines. Enfin, comment Michel Barnier, alors Premier ministre, a-t-il pu attribuer 900 millions d'euros au comité d'organisation et 5 jours plus tard, prendre la tête de cette mission sans attendre le délai légal de 3 ans pour intégrer cette entreprise privée? N'y a-t-il pas de conflit d'intérêts comme dénoncé par notre collègue Jean-François Coulombe? Pour nos territoires dans les Alpes, ne serait-il pas plus judicieux d'investir ces ressources dans des projets durables, bénéficiant directement aux populations locales et respectueux de l'environnement? La culture sportive doit s'inscrire dans une dynamique d'avenir et non perpétuer des modèles qui nuisent à notre planète et une dette environnementale que nos enfants ne seront plus en capacité de solder. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie. Pour le groupe socialiste et apparenté, Claudia Rouault. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente Marie-Amélie Le Fur, j'ai le plaisir à vous retrouver ce matin devant notre commission et je souhaitais en préambule vous féliciter très sincèrement pour votre action lors des Jeux paralympiques 2024 de Paris, au cours duquel vous avez une nouvelle fois apporté une impulsion décisive en faveur de nos para-athlètes et contribué à la réussite de ce bel événement sportif international et donné une vraie visibilité à tous ces athlètes qui le méritent tant. Il est essentiel de préserver cette dynamique post-Jeux Paris 2024. C'est pourquoi je souhaite vous interroger sur le budget 2025 de la mission sport et plus particulièrement sur les moyens qui seront alloués à votre agence afin de garder un cap clair, celui du soutien aux politiques publiques en faveur du sport dont les bienfaits ne sont plus à démontrer pour nos concitoyens et notamment pour tous ces enfants qui sont en situation de handicap. Dans ce contexte budgétaire contraint, avez-vous une visibilité sur le budget de l'agence pour 2025 ?
Quelles seront vos instructions en matière d'engagement de dépenses, puisqu'on sait qu'il y aura moins de financement? Est-ce que vous allez prioriser des territoires? Est-ce que vous allez prioriser des sports? Est-ce que vous allez prioriser des équipements? Et au-delà de ça, on est souvent sollicité par des associations qui souhaitent développer le sport handicap et qui malheureusement manquent de moyens. Et comme les départements vont être aussi en situation financière délicate, comment comptez-vous aider toutes ces associations qui ont envie de faire venir des jeunes avec d'autres? Donc voilà, moi c'est vraiment un sujet que j'ai à cœur. Je crois qu'il faut qu'on continue sur cette lancée. Les enfants le méritent tout autant et même les adultes, tant le sport est indispensable dans la vie. Merci. Je vous remercie. Nous passons maintenant au groupe Droite républicaine avec Frédéric Meunier. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, Monsieur le Directeur Général, alors que le PLF prévoyait une baisse de presque de 300 millions d'euros de crédits dédiés au sport, les sénateurs ont voté d'une part le transfert de 80 millions d'euros du SNU vers la mission sport et d'autre part l'amendement du sénateur Savin vise à puiser sur la taxe des paris sportifs afin de récupérer 113 millions d'euros supplémentaires pour l'Agence nationale du sport. Et pourtant, Marie Barsac, ministre des Sports, considère que l'heure est aux inflexions stratégiques pour l'ANS. 5 ans après la création de cette entité, dans la mise en œuvre des politiques publiques et sportives, à l'heure des économies et des fusions, ne serait-il pas nécessaire de revoir ou de corriger l'objectif de l'ANS? Vous avez pour mission le développement du haut niveau et de la haute performance sportive, ainsi que le financement et l'organisation du sport en France. Mais êtes-vous réellement visible ? J'ai eu dans ma circonscription tout un ensemble de communes qui m'ont sollicité, car vos représentants régionaux et départementaux étaient injoignables. Sur le moment, je ne les ai pas crus. Et j'ai alors engagé un véritable parcours de recherche de l'ANS. Localement, il n'y a personne. Le seul interlocuteur que j'ai pu avoir est dans vos locaux parisiens, mais dont les réponses étaient énigmatiques. Ils ne savaient pas. Alors oui, je pense nécessaire aujourd'hui de revoir votre fonctionnement, surtout quand son coût est de 20 millions d'euros. Voyant que des financements importants vous étaient accordés, je vous ai écrit, Monsieur Sanor, le 28 novembre 2024, afin de pouvoir prendre connaissance des subventions que vous aviez accordées durant les années 2023 et 2024 sur l'ensemble des territoires. Je vous rassure, je n'ai pas changé d'adresse, mais malheureusement, à ce jour, la réponse est inexistante. Une chose est sûre, un consensus se dégage, notamment au niveau des élus locaux, pour dire que le fonctionnement actuel de l'ANS n'est pas pleinement satisfaisant. Et là, je suis gentille. Que comptez-vous faire pour remédier à cette situation? Pourquoi pas une fusion avec le ministère des Sports? Je vous remercie. Je vous remercie. Nous passons maintenant au groupe écologiste et social avec Jean-Claude Roux. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, Monsieur le Directeur Général, je tiens d'abord, moi aussi, Madame la Présidente, à vous féliciter pour votre prise de fonction au sein de l'ANS. J'avais déjà pu apprécier votre engagement à la tête du Comité paralympique et sportif français. Mais revenons au sujet qui nous occupe. Au sens large, le sport doit retenir toute notre attention et devrait naturellement recevoir tout notre soutien. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'avec les choix désolants de ce gouvernement, les projecteurs ont été braqués sur la pratique sportive pour les mauvaises raisons. Pas moins de 273 millions de baisse des crédits du sport, brutalement décidés, coupe qui mettrait à mal la rénovation des équipements sportifs, l'accessibilité au plus grand nombre, l'accès au sport pour les enfants en situation de handicap. Coupe qui reviendrait sur la promesse de l'héritage des JOP 2024, si souvent répétée et de ce fait si attendue. Pour reprendre les mots de David Douillet, cette austérité budgétaire est un suicide pour l'avenir de notre jeunesse. Ensuite, j'ai parcouru avec attention le rapport d'activité de l'agence pour 2023 et j'ai été surpris d'y constater les baisses de moyens pour le sport santé et a fortiori pour certaines cibles dans un objectif de correction des inégalités d'accès à la pratique sportive, les personnes en situation de handicap ou les femmes et les jeunes filles par exemple. Donc, j'ai deux questions, Madame la Présidente. Ces baisses ont-elles été compensées en 2024 et quelles actions ont pu être mises en place pour corriger ces carences? Et dernière question, puisque la porte-parole du gouvernement a déclaré que l'exécutif laisserait les parlementaires prendre la décision quant au budget consacré à la pratique sportive, pouvez-vous, de manière générale, nous éclairer sur les effets de telles coupes potentielles aux parlementaires qui ne seraient pas convaincus sur la concrétisation des missions de l'ANSES?
Je vous remercie. Pour le groupe Horizon et Indépendants, Béatrice Bellamy. Merci Madame la Présidente Le Fur, Monsieur le Directeur Sanor. Tout d'abord, chère Marie-Amélie, je vous adresse mes félicitations pour votre nomination à la tête de l'ANS en novembre dernier. Après l'été magique de Paris 2024, l'heure est à présent au bilan des Jeux et à leur héritage. À la manière dont nous aimerions distribuer les fruits de cette réussite et comment nous faisons de la France une nation sportive du quotidien. Vous avez exprimé votre bonne volonté, mais cette solide démonstration s'inscrit malheureusement dans le contexte budgétaire que nous connaissons. Tout d'abord, pourriez-vous nous présenter les orientations que vous souhaiteriez voir portées par votre agence et celles indiquées par Madame la Ministre? Pourriez-vous également nous présenter les grandes lignes budgétaires de l'agence et les contraintes qui vont être les vôtres avec les efforts demandés? Ma deuxième question concerne les sportifs directement. Depuis les Jeux, nous observons dans nos circonscriptions une hausse significative des inscriptions dans les clubs de sport. C'est une bonne nouvelle et c'est la traduction de l'engouement suscité par les Jeux. C'est également positif pour la santé physique et mentale de tous. Cependant, les élus locaux et les responsables associatifs constatent avec regret que de nombreux clubs ne sont pas en mesure de faire face aux demandes et plus particulièrement pour nos handiathlètes. En Vendée, le club Roche Natation occupe 43 nageurs en situation de handicap. Ils sont accueillis à La Roche-sur-Yon, mais 16 attendent de pouvoir bénéficier pleinement des infrastructures. Si des cours sont proposés durant des vacances scolaires pour pallier au manque de créneaux et d'accompagnement disponibles, ce n'est pas suffisant. Les collectivités n'ont pas les moyens humains, financiers et même parfois fonciers de concourir à l'épanouissement de ces jeunes. 90% des cas, dans 90% des cas, il faut un encadrant pour un nageur handi. L'ANS contribue au financement des équipements sportifs et à l'acquisition des matériels spécifiques. Aussi, comment pourriez-vous aider les clubs à mieux répondre aux sollicitations? Quels accompagnements spécifiques pour les collectivités? Et enfin, comment mieux accompagner les sportifs handicapés cherchant un club de proximité? Je vous remercie. Je vous remercie. Pour le groupe Lyot, Joël Bruno. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, Monsieur le Directeur Général, alors je voudrais d'abord, en évoquant un souvenir personnel, vous féliciter pour le parcours qui a été le vôtre depuis ces temps pas si lointains, mais quand même ça fait quelques années où je vous avais vu participer à une compétition interclub à Blois sous les couleurs de l'US Vendôme. Voilà. Mais en tous les cas, bravo encore une fois pour la mission qui est la vôtre aujourd'hui. Et je ne doute pas que, malgré tous les messages positifs que vous allez recevoir ce matin, vous garderez l'enthousiasme qui vous a toujours caractérisé. Bon, donc j'ai deux questions en fait à vous poser ce matin, parce que je crois, pour avoir un peu regardé les choses attentivement, qu'il serait de mauvaise foi de douter de l'utilité de l'ANS dans sa mission haute performance, dans la préparation effectivement de la très haute performance, au-delà même du haut niveau, qui lui relève plus de l'accompagnement de l'État via l'ANS auprès des différentes fédérations. Et en revanche, je suis le premier à m'interroger sur la pertinence de la déclinaison régionale de l'ANS. Fonctionnement des conférences régionales des sports, assez complexe, beaucoup de lourdeur, sachant que si on déplore la baisse des... Enfin, je crois qu'il faut que collectivement, on ait tous l'ordre de grandeur en tête. Si on peut déplorer de fait la diminution des moyens du ministère des Sports, il n'en demeure pas moins que dans les grandes années, le ministère des Sports, c'est 500 millions, quand les collectivités mettent chaque année 11 milliards sur le sport en France. Donc, deuxième question, c'est un peu dans le même état d'esprit. Comment, en tant que spécialiste du sport, jugez-vous l'effet levier réel du plan 5000 équipements? Est-ce qu'il ne serait pas plus pertinent de recentrer les moyens de l'État, en l'occurrence, sur l'accompagnement des collectivités, sur les équipements non seulement structurants, mais aussi tous les équipements qui permettent, de fait, d'offrir davantage de créneaux aux clubs? Parce qu'on sait bien que l'implantation d'un city-stade dans un quartier, si ça peut être utile en termes d'animation, ça n'a jamais été un moyen d'amener des gens qui ne pratiquent pas à la pratique sportive. Merci de vos réponses. Je vous remercie. Pour le groupe GDR, Soumia Bouroua. Merci Madame la Présidente de l'ANS, Monsieur le Directeur Général. Tout d'abord, également, vous féliciter Madame la Présidente pour votre nomination. Et je vais revenir sur la tribune qui a été portée par de nombreux athlètes français qui ont dénoncé les sérieuses coupes budgétaires imputées au ministère des Sports par le gouvernement dans son PLF 2025. L'Agence nationale du sport n'y fait d'ailleurs pas exception, puisque vous voyez votre budget baisser de près de 20 millions d'euros.
Alors que la ferveur populaire initiée par les JOP de Paris 2024 et l'afflux vers les clubs sportifs, ces baisses budgétaires sont incompréhensibles. Alors que le sport a uni et passionné des millions de Français, cet été, notre pays se voit privé de ressources essentielles. Les clubs manquent de créneaux et d'équipements pour accueillir les pratiquants. Les besoins sont immenses en termes de rénovation et de construction d'équipements. Simplement les mettre aux normes environnementales ou l'accès aux personnes en situation de handicap ou même le soutien au fonctionnement avec des conventions pluriannuelles. Réduire ces moyens, c'est aggraver cette pénurie et compromettre l'héritage des JO. C'est pourquoi je m'interroge sur le rôle de l'ANS. Comment l'ANS peut-elle réellement répondre aux besoins des clubs et des pratiquants si la pratique sportive n'est pas une priorité pour l'État? Ma deuxième question, c'est l'ANS a été créée pour renforcer la performance en vue des JOP 2024, tout en gérant les fonds du CNDS, le Centre national du développement du sport. C'est un établissement qui est public, national, qui est placé sous sous la tutelle du ministère chargé des sports et qui est destiné à favoriser l'accès au sport pour tous. Pourquoi, dans ce cas, le ministère des Sports ne prend-il pas directement en charge le haut niveau? Enfin, quels sont les engagements concrets de l'ANS pour soutenir les athlètes de haut niveau qui ne sont pas forcément des professionnels? Voilà, je vous remercie. Je vous remercie. Nous passons au groupe UDR avec Maxime Michelet. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente de l'ANS, Monsieur le Directeur Général, permettez-moi également tout d'abord, Madame la Présidente, de saluer au nom de mon groupe votre parcours et votre palmarès sportif qui nous inspire le plus grand respect. Votre présence me permet d'évoquer ce matin une discipline sportive bien française, une forme de gymnastique administrative qui consiste à empiler les échelons et les agences. Vous représentez devant nous l'Agence nationale du sport, créée en avril 2019, en remplacement du CNDS, avec la volonté d'instaurer une gouvernance partagée du sport français. Ambition louable de vouloir faire travailler ensemble les mouvements sportifs, les collectivités territoriales et le monde économique. Mais ambition vague dès lors que l'action de votre agence repose quasi exclusivement sur les moyens affectés par l'État, comme le soulignait un rapport de la Cour des comptes dès 2022. Nous ne le constatons que trop bien aujourd'hui, au moment où le gouvernement décide d'une baisse budgétaire qui menace considérablement vos missions. L'Agence nationale du sport affiche certes l'ambition de, je cite, donner de la lisibilité aux politiques publiques sportives et de la cohérence dans leur financement. Mais pour avoir de la lisibilité, les politiques sportives doivent bénéficier de visibilité et donc de vision. Cette vision ne saurait exister sans moyens suffisants, bien évidemment, mais elle ne saurait surtout pas exister sans outils efficients. Nous ne pouvons ainsi que nous interroger sur la redondance entre l'Agence nationale du sport et le ministère des Sports, ce qui multiplie les interlocuteurs, les procédures et les coûts. Dans son rapport, la Cour des comptes recommandait d'ailleurs à votre agence l'établissement d'une cartographie précise entre vous et la direction des sports. Où en est aujourd'hui cet exercice de cartographie? Ne pensez-vous pas que cette redondance ne nuise à l'efficacité des politiques publiques du sport? Et alors que ne cesse de grandir le débat sur les opérateurs de l'État et ses agences, ne pensez-vous pas qu'une réinternalisation permettrait de retrouver lisibilité, visibilité et efficacité? Je vous remercie. Bien, je vous remercie. Madame la Présidente Le Fur, vous avez une quinzaine de minutes pour répondre. Ensuite, vous avez 20 questions de 1 minute. Donc, c'est très bien, vous êtes très questionné. Donc, ce que je vous propose, c'est de répondre en 15 minutes. Et si ce n'est pas exhaustif, de toute façon, il y aura d'autres questions après. Merci. Alors, je laisserai bien évidemment Frédéric compléter. Peut-être répondre autour de deux grands sujets que vous avez évoqués. Je pense qu'il y a beaucoup de questions qui ont tourné autour effectivement de l'ambition de l'agence, de ses priorités et également du budget. Tout ça étant bien évidemment intimement lié. Vous dire effectivement que nous avions, lors de la dernière Assemblée générale, tenu également un premier conseil d'administration pour établir un premier budget initial de l'agence en 2025, qui se basait sur le travail actuel du projet de loi de finances 2025 sous le gouvernement du Premier ministre Barnier, dans lequel des coupes budgétaires
envers le mouvement sportif était déjà évoqué et qui avait un impact, et vous l'avez toutes et tous rappelé, relativement notable sur l'Agence nationale du sport, puisqu'on était sur un budget initial à hauteur d'une diminution de 34 millions d'euros. Le choix qui avait été fait, qui avait été voté par les administrateurs, était, eu égard à ce budget, de ne pas couper des ambitions de l'agence. C'est-à-dire que nous avons souhaité maintenir l'ambition de l'agence sur les différents piliers, sur les différents programmes que qu'on a pu vous présenter précédemment, et faire le choix finalement que chaque enveloppe, que chaque pilier de cette agence nationale du sport contribue à la baisse budgétaire que nous subissions à l'époque fin 2024. Nous avions une relative stabilité, c'est important quand même de le rappeler, sur le budget de la haute performance, qui avait une perte de budget à hauteur de 6 millions d'euros, qui correspondait tout simplement à la coupe budgétaire du programme Gagner en France. Donc on était à ce moment-là en capacité, voilà, d'afficher une ambition qui nous permettait de continuer dans la lignée de ce que nous faisions en 2023, en 2024. Les récentes discussions budgétaires qui ne vous auront pas échappé amènent à une demande de contribution du budget des sports complémentaire à hauteur de 34 millions d'euros supplémentaires, ce qui amène une projection à date de diminution du budget des sports de 33%. Je suis particulièrement sensible à ce que vous évoquez, c'est-à-dire cette volonté d'avoir une agence qui se tourne vers la priorité du sport haute performance, mais également du sport féminin, mais également du sport bien-être, mais également bien évidemment du parasport et du développement des équipements. On souscrit à tous ces enjeux-là, puisque ce sont les véritables enjeux du sport si, encore une fois, on veut structurer cette pratique sportive. Pour être totalement honnête avec vous, à date, et je vous l'ai rappelé, nous n'avons pas fait de coupe dans l'ambition. Selon le budget que vous allez bien évidemment voter pour ce projet 2025, nous devrons, en responsabilité avec l'ensemble des acteurs de la gouvernance partagée, lors du prochain conseil d'administration du mois de mars, prendre acte de cette décision qui sera la vôtre et le traduire budgétairement dans les ambitions de l'agence. Donc on a bien évidemment cette volonté de maintenir cet engagement, de maintenir ces actions parce qu'elles nous semblent essentielles, et encore une fois essentielles à ce rôle social et sociétal du sport, mais tout cela viendra bien évidemment du vote du budget. Concernant le périmètre de l'agence, le fait effectivement que cette agence soit challengée vis-à-vis des missions régaliennes de l'État, sa relation avec la direction des sports, vous dire que sur les années 2023-2024, énormément d'actions ont été conduites pour bien évidemment continuer à lisibiliser les actions de la direction des sports, lisibiliser les actions de l'Agence nationale du sport et travailler en complémentarité. La cartographie qui a été évoquée a été établie et a démontré la complémentarité des deux rôles, a aussi sur certains sujets effectivement pu pointer certaines redondances, mais cette cartographie nous permet de travailler en très bonne intelligence avec la direction des sports et avec cette volonté d'agir de façon conjointe en toute complémentarité et en évitant bien évidemment toujours la redondance des rôles. Et pour avoir rencontré très récemment lors de ma prise de fonction la directrice des sports, elle est vraiment orientée également sur cette dynamique-là. Peut-être pour répondre à une dernière interrogation autour du plan 5000 équipements, de sa cohérence eu égard aux équipements structurants, c'est une véritable question. L'enjeu de l'Agence nationale du sport, c'est de répondre aussi à ce que sont les aspirations des Français. Et on l'a vu depuis ces dernières années, les aspirations des Français en termes de pratiques sportives ont évolué, ont changé. Les besoins ont évolué et nous devons donc, nous également, dans l'offre sportive que nous construisons, mais également dans les équipements que nous mettons à disposition des Français, répondre
à ses besoins. Et donc la complémentarité effectivement des équipements structurants, des grands équipements, des gymnases est absolument essentielle, mais on a besoin aussi au travers de ces nouveaux équipements de proximité de répondre à cette diversité de la pratique sportive qui est sollicitée, qui est demandée par les territoires et notamment voilà, bien évidemment par les Français. Donc il y a une véritable voilà, complémentarité à continuer ces deux enjeux parce qu'ils ne répondent pas tout à fait aux mêmes aspirations de la pratique sportive, de la diversité des Français. Et je vais laisser voilà, Frédéric compléter mon propos. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, je vais essayer de reprendre les questions dans l'ordre, en effectivement regroupant quelques thématiques pour poursuivre sur la question des équipements sportifs. C'était bien l'ambition que ce nouveau plan 5000 équipements génération 2024 s'inscrive de manière pluriannuelle. C'est une demande depuis longtemps, notamment des collectivités territoriales, de pouvoir avoir de la visibilité pour s'engager, pour construire des projets, des programmes sur leur territoire avec leur vie associative locale. Et donc, on a effectivement un programme jusqu'en 2026, 300 millions d'euros qui ont été budgétés. Et donc, sur 2025, le programme tel qu'en 2024 est prévu à hauteur de 100 millions d'euros dans son déploiement. Je rappelle que l'objectif, c'est 5000 équipements sur 3 ans. En 2024, il y a déjà plus de 3000 équipements qui ont été accompagnés. Et sur la période 2022-2023, c'est 5500 équipements qui avaient été accompagnés. Donc, un objectif assigné largement dépassé. Peut-être simplement préciser qu'il y a 60 types d'équipements différents qui sont financés dans le cadre des plans 5000. 65% des territoires ruraux bénéficient de ces crédits et de ces équipements. Et donc, on a effectivement à peu près 20% de city-stades, comme précisé, mais le reste des équipements, ce sont des terrains de basket 3-3 accessibles, en accès libre, à proximité très souvent des établissements scolaires, pour justement favoriser le sport scolaire, limiter les temps de déplacement des plus petits, et puis aussi créer du lien entre vie scolaire, vie extrascolaire, périscolaire, et permettre d'avoir des équipements à proximité, diversifiés et de manière plus dense qu'il n'existait auparavant. Je pense que ça nous arrive, vous dans vos circonscriptions et nous au quotidien, de se balader sur le territoire national, hexagonal et ultramarin. Et c'est difficile de passer à côté de ces nouveaux équipements. Il y en a déjà près de 3000 sur les 8500 qui ont déjà été accompagnés, qui sont sortis de terre, et les autres qui commencent à être inaugurés, qui poursuivent leur inauguration au fur et à mesure. Donc c'est effectivement un enjeu très fort de densifier, diversifier les équipements sportifs et de continuer bien sûr à rénover le patrimoine sportif existant sur les équipements plus structurants. Ce sera notamment une priorité marquée sur le nouveau plan pour 2025 et 2026, puisque les crédits en faveur des équipements structurants seront renforcés de manière comparée avec les équipements de proximité. Il y a eu 3 années où les équipements de proximité ont été très soutenus, et à partir de 2025, les équipements structurants vont avoir des masses financières plus fortes pour justement répondre aussi aux besoins de rénovation dont on sait l'urgence sur certains territoires. Rénovation, modernisation, mais aussi rénovation énergétique, car on a beaucoup d'équipements sportifs et on connaît le coût des fluides qui ont beaucoup augmenté. Je précise que les équipements de type connexe, indispensables, il y a eu la question des vestiaires qui a été posée, sont financés. Il y a plusieurs lignes budgétaires. Il y a le plan 5000 équipements, il y a aussi d'autres lignes de financement au niveau de l'agence, et ce sera pour 2025, vous le verrez là aussi, une priorité réaffichée que de soutenir davantage les vestiaires, pour là aussi la diversité des pratiques et des pratiquants. On sait que c'est un élément déterminant sur certains types de pratiques. Peut-être pour finir sur les équipements, vous dire qu'il y aura aussi en 2025, et on y travaille sur la construction budgétaire, une attention aussi sur les piscines. On sait qu'il y a eu bien sûr un afflux, même si on l'a chaque année à la rentrée sportive en septembre dans les forums des associations, un afflux des demandes d'inscription, des plus petits aux moins jeunes, dans les piscines, dans les clubs de natation. Et là aussi, on sait à quel point la rénovation des piscines, l'acquisition de bassins mobiles aussi d'apprentissage de la natation et le renforcement des éducatrices, éducateurs, enseignants de natation est primordial. Aussi bien pour former
des maîtres nageurs que pour les recruter, les pérenniser au sein des structures. Donc là aussi, ce sera un point d'attention sur lequel on travaille depuis cet été déjà. On savait que la vague Léon Marchand et l'ensemble des autres nageuses et nageurs qui ont brillé cet été allait arriver en septembre et donc on y travaille depuis là. Peut-être quelques points, vous avez parlé des priorités qui ont été affichées. Je précise que en volume financier, sur le parasport ou le sport féminin, il y a eu des légères diminutions qui ont aussi été liées au volume financier qu'on avait possibilité de gérer, mais les pourcentages attribués au sport féminin et au parasport ont quant à eux augmenté. Ils continueront d'augmenter en 2024. Et on aura un axe déterminant, la ministre des Sports l'a évoqué il y a quelques jours, notamment sur les projets sportifs fédéraux en 2025, où l'objectif est de doubler les financements dédiés au sport féminin, qui est effectivement une action sur laquelle les politiques publiques sont engagées depuis plusieurs dizaines d'années, mais avec une progression qui reste timide, trop timide, et donc on souhaite avoir une action vraiment déterminante sur le sport féminin, bien sûr sur le parasport, et renforcer aussi notre action, notre présence sur les territoires prioritaires. Ça reste bien sûr des axes de politique publique prioritaires du ministère des Sports, dans lequel l'agence est effectivement un opérateur. Vous avez évoqué aussi les questions financières, et dans votre propos liminaire également, Madame la Présidente, effectivement le déplafonnement de la taxe dont on bénéficie déjà en partie nous permettra de construire un budget dans lequel, pour les priorités 2025, bien sûr la question des équipements, je l'ai évoqué, est maintenue, mais aussi une question essentielle qui est celle de l'emploi dans les clubs, de la structuration et la professionnalisation de nos associations sportives. Ça reste une priorité, d'autant plus quand on sait que l'afflux des pratiquantes et des pratiquants en septembre dernier n'a pu être complètement auquel on a pu complètement répondre. Et donc, c'est la raison pour laquelle on va continuer à accompagner l'emploi. On a diversifié ces types d'emplois, puisqu'on a des emplois d'éducatrices, d'éducateurs, près de 5000 emplois accompagnés chaque année. Je rappelle que c'est des financements sur 3 ans, et au bout de 3 années, nos enquêtes démontrent qu'on a près de 80% de ces emplois qui signent en CDI dans les structures associatives. Ce qui veut dire qu'on injecte de l'emploi durable dans nos associations sportives, dans nos territoires, à partir d'impulsions nationales. Et c'est bien là aussi l'objectif des politiques publiques nationales que d'impulser un certain nombre de politiques de ce type. Et on a également développé sur le volet de l'innovation sociale, de l'impact social par le sport, des emplois dits socio-sportifs, déjà 650 emplois courant d'année 2024, des coachs d'insertion par le sport qui ont pour objectif à la fois d'accompagner la pratique sportive, d'éduquer, d'encadrer, mais aussi d'orienter les jeunes qui sont soit en décrochage, soit éloignés de l'emploi, vers les structures professionnelles de l'emploi. C'est une politique nouvelle qui a été développée, qu'on est en train de renforcer en partenariat étroit avec les territoires, avec France Travail également, avec qui nos relations se sont renforcées ces dernières années. Et puis peut-être un mot pour pas être trop long et rester dans le timing. On a évoqué également la question de la déclinaison territoriale. La présidente l'a rappelé dans son propos liminaire également, vous dire que ces conférences travaillent effectivement avec un niveau d'engagement, de production inégal, et donc il faut effectivement savoir faire le bilan de ces travaux. Le décret sur les conférences régionales du sport est paru le 20 octobre 2020, un peu plus d'1 an après la création de l'Agence nationale du sport par la loi. Donc maintenant que l'action a été opérée depuis près de 4 années, des actions, des travaux très intéressants se sont développés dans beaucoup de territoires. Je pense au territoire de l'Occitanie, en PACA, en Centre-Val de Loire. Et puis il y a d'autres territoires qui effectivement ont une action un peu moins déterminante. Et donc notamment autour des conférences des financeurs du sport, qui était cet objectif collectif que d'essayer de croiser parfaitement les financements nationaux, régionaux, départementaux, intercommunaux et locaux. Et bien effectivement là on voit qu'on se heurte à des actions et puis une compétence sport qui est une compétence partagée où chacun aussi a la liberté d'intervenir en fonction de son niveau, de son degré de volontarisme et sur les thématiques qui lui sont chères et qui lui sont propres. Donc c'est vraiment un axe sur lequel on veut progresser, on veut simplifier l'organisation pour là aussi essayer d'avoir une action vraiment utile, rationalisée et optimisée.
Peut-être un dernier mot pour préciser que sur cet accompagnement des conférences régionales du sport, on a, nous, aujourd'hui, au niveau de l'Agence nationale du sport, on parle des moyens budgétaires. Les moyens humains sont aussi importants. On a un ETP qui suit ces conférences régionales du sport, 19 conférences régionales, 14 conférences des financeurs. Et l'Agence nationale du sport au niveau national, alors j'ai entendu à Paris, dans nos bureaux parisiens, nos bureaux sont à Ivry-sur-Seine, au cœur d'un quartier politique de la ville. Alors, on travaille, et d'ailleurs j'en profite pour saluer nos délégations régionales académiques jeunesse et sport, qui sont nos délégués territoriaux avec les préfets de région et qui effectivement font un travail remarquable. Et donc simplement préciser qu'on est 71 équivalents temps plein au niveau de l'agence, au niveau national, pour accompagner de près de 40 000 subventions par an avec nos délégations territoriales. Et donc on s'efforce bien sûr de répondre, on répondra à votre courrier, Madame la députée, comme à l'ensemble des courriers que les uns et les autres vous nous adressez au quotidien. Et c'est bien normal pour soutenir les projets de vos associations locales et bien sûr des collectivités qui sont dans vos circonscriptions. Je vous remercie. Je vais vous proposer maintenant de poser vos questions de 1 minute. Nous en avons 20. Pour plus de lisibilité, on le fait en une seule fois. Et puis ensuite, vous aurez un ensemble de réponses en une seule fois aussi. Nous allons donc commencer par Monsieur Arnaud Sanvert. Madame la Présidente, Monsieur le Directeur Général, chers collègues, l'Agence nationale du sport a été créée avec l'ambition de répondre aux grands défis de développement des pratiques sportives et de la haute performance, notamment dans le cadre des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques de Paris 2024. Cependant, dans un département comme la Saône-et-Loire, majoritairement rural, l'accès aux infrastructures sportives reste un défi majeur. De nombreuses petites communes peinent à bénéficier des financements suffisants pour créer ou rénover des équipements et les initiatives locales sont abandonnées souvent faute de moyens. En parallèle, la ministre des Sports a récemment appelé à une modernisation des financements de l'ANS et à une implication accrue des acteurs privés. Dans ce contexte, pouvez-vous nous indiquer quelles mesures concrètes vous envisagez pour garantir que le développement des infrastructures sportives bénéficie pleinement aux territoires ruraux comme la Saône-et-Loire? Et quelles initiatives précises sont prévues pour attirer des financements privés tout en s'assurant que ces derniers ne privilégient pas uniquement les zones urbaines au détriment de la ruralité? Je vous remercie. Je vous remercie. Violette Spilbou. Merci Madame la Présidente. D'abord, félicitations Madame la Présidente de l'ANS. C'est un grand honneur de vous recevoir ici dans notre commission. Une sportive de si haut niveau, une sportive handisport. C'est un exemple pour beaucoup de sportifs sur nos territoires. À Lille, là où je suis députée, on va bénéficier bientôt d'un dojo dans le programme 5000 équipements, 1000 dojos. Il est en quartier politique de la ville, donc je sais à quel point les subventions de l'ANS peuvent accompagner l'accès au sport pour tous. Et c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Aujourd'hui, dans les discussions, on est dans un contexte budgétaire national extrêmement contraint. Les clubs sont très inquiets. Et donc, ma question, elle est sur votre vision, vous qui venez d'arriver. D'abord, sur le millefeuille administratif, sur cette superposition des compétences de l'ANS avec les collectivités territoriales et les ministères. Quelles seraient vos propositions? Et sur ce budget du sport, comment vous pouvez avoir des leviers, vous, à l'ANS, pour défendre le maintien d'un budget du sport pour l'ensemble de nos associations et de nos compétiteurs de haut niveau en France? Je vous remercie. Je vous remercie. Ali Diwara. Merci Madame la Présidente. Le sport, vecteur de lien social et outil indispensable de bien-être et de santé publique, dans une France de plus en plus confrontée à la sédentarité qui, en premier lieu, frappe les publics les plus vulnérables et modestes, il incombe donc au pouvoir public la mise en œuvre de politiques publiques ambitieuses favorisant le sport pour tous, en commençant par les établissements scolaires et en soutenant nos associations et autres fédérations. Pourtant, quelques mois seulement après la fin des JOP, comme un symbole de la grandeur et du savoir-faire français, le gouvernement Bayrou annonce une réduction de 33% du budget alloué au ministère des Sports. Cette décision, en totale contradiction avec les grandes ambitions post-JOP, constitue une véritable trahison de l'ambition olympique et sportive dès lors annoncée en grande pompe par le pouvoir élyséen. Alors que ces Jeux ont démontré la capacité de la France à organiser un événement sportif d'ampleur mondiale et à en faire un levier de cohésion et de rayonnement, cette coupe budgétaire vient compromettre leur héritage et l'accès au sport pour tous. Dès lors, ma question, comment comptez-vous vous opposer à cette coupe budgétaire et ainsi permettre une véritable démocratisation du sport sur l'ensemble du territoire métropolitain et des territoires dits d'outre-mer? Merci. Je vous remercie. Nous passons maintenant à Alexandre Portier.
Merci Madame la Présidente. Monsieur le Directeur Général. Ici, tout le monde défend la politique sportive, je crois. La question n'est pas là, c'est plutôt de savoir laquelle on veut mener et comment on la mène. On sait tous qu'il y a un contexte budgétaire qui est aujourd'hui particulièrement difficile pour le pays. Et on l'a dit à la droite républicaine, on a aujourd'hui un millefeuille administratif qui est insoutenable avec plus de 1200 agences en France. Et le rôle des parlementaires, c'est évidemment de questionner la nécessité de chacune de ces agences, car il s'agit au fond de l'argent des Français. On a en particulier la question de l'utilité de l'ANS qui se pose de manière accrue. Ça ne remet pas en cause la compétence et la qualité de ceux qui y travaillent, mais juste de l'optimisation des moyens sur le terrain. En l'occurrence, le budget de l'ANS est de 460 millions, il était en 2024, celui du ministère des Sports d'1 milliard d'euros, et une agence qui, proportionnellement, a un poids considérable par rapport à son ministère. Il y a un vrai sentiment de doublon administratif qu'il faut qu'on questionne. Et ce qui interroge le plus, finalement, c'est aujourd'hui qu'on entend les uns les autres dire finalement, il faudrait décharger l'ANS de telle ou telle mission. L'ANS devrait être déchargée de la gestion et de l'affectation des aides de collectivités ou aux fédérations parce que ça ne fonctionne pas. On a des élus qui ne sont pas satisfaits de la répartition territoriale. On a des fédérations sportives qui sont mieux placées pour gérer le développement de leur discipline. On veut finalement ne laisser petit à petit que le pôle haute performance. Donc la question, c'est qu'est-ce qui va rester? Et au regard de tout ça, est-ce que d'après vous, il y a encore une utilité à garder cette agence dans la durée? Je vous remercie. Je vous remercie. Christophe Proença. Madame la Présidente, merci. Madame Le Fur, félicitations pour votre parcours et votre élection. Je suis avec intérêt les activités de l'Agence nationale du sport depuis sa création en 2019 et j'aimerais vous interroger sur les choix stratégiques et l'organisation de l'ANS. Je souhaite en particulier parler donc de son organisation et de ses choix prioritaires. On en a parlé tout à l'heure. La déclinaison, pour moi, à un niveau régional, peut paraître parfois complexe et éloigné des territoires. Le suivi des projets au niveau départemental pourrait être le niveau peut-être le plus approprié, notamment sur le suivi des équipements structurants et la connaissance du terrain. Si le plan de 5000 équipements a permis des réalisations intéressantes sur le territoire français, le manque le plus criant est celui des équipements structurants, ça a été dit par beaucoup de collègues. Les collectivités n'ont plus les moyens de réaliser, notamment en zone rurale, des piscines, des gymnases ou encore des équipements dépassant plusieurs millions d'euros d'investissement. Et pourtant, ce sont ces équipements qui permettent une pratique encadrée par les clubs et les comités, sans remettre en cause le projet des 5000 équipements, évidemment. J'ai aussi une pensée qui me vient sur les cours d'école, l'aménagement des cours d'école et sur les moyens budgétaires qui semblent en baisse, et je le regrette vraiment. La Cour des comptes, en juillet 2022, propose de rapprocher l'ANS du ministère des Sports pour améliorer sa coordination. Madame Le Fur, quels sont vos choix prioritaires et quelles modifications d'organisation envisagez-vous dans l'avenir? Je vous remercie. Nous passons maintenant à Monsieur Bruno Bild. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, vous êtes à la tête de l'Agence nationale du sport, créée pour défendre une vision partagée du sport en France. Pourtant, alors que le budget du sport subit une baisse abyssale de 33% dans le cadre du PLF 2025, l'Agence nationale du sport semble absente du combat collectif pour préserver ce qui a été promis comme un héritage des Jeux de Paris 2024. Comment justifiez-vous que l'ANS, censée être l'épicentre de la gouvernance partagée, soit perçue comme un bras armé de l'État, incapable de mobiliser les acteurs sportifs autour d'une réponse unie? L'État ne respecte pas ses engagements pour faire du sport une priorité nationale. Le sport ne peut être une variable d'ajustement du budgétaire. Que comptez-vous faire concrètement pour éviter la triple peine, un budget amputé, des collectivités contraintes et des acteurs sportifs abandonnés? Je vous remercie. Madame Véronique Rioton. Merci Madame la Présidente. À mon tour, je vous questionne sur le budget, Madame, mais plutôt en orientant solution. On voit que la ministre a annoncé vouloir développer des financements privés. Je pense à ce qui se fait déjà, notamment avec la Française des Jeux, qui sponsorise le dispositif Impact 2024 pour la pratique des femmes, ou EDF sur l'opération 1, 2, 3 nager. Que pensez-vous concrètement de ces financements publics-privés? Qu'avez-vous prévu? Et un deuxième angle de question, sur le dispositif des 5000 équipements, les critères ne permettaient pas à des collectivités avec des critères financiers ou pas zone rurale ou pas zone politique de la ville, pour autant avec des besoins importants. Je suis élue à Annecy, ma circonscription. On est une terre de sportifs et on a un manquement pour nos associations d'infrastructures criant. Comment ce plan, s'il n'est pas tout utilisé, pourrait s'ouvrir à des collectivités comme les nôtres? Je vous remercie.
Je vous remercie. Nous passons à Salvatore Castiglione. Merci, Madame la Présidente. D'abord, félicitations, Madame la Présidente, pour votre parcours. Encore une fois, il est à souligner et pour cette nomination au sein de l'Agence nationale du sport. J'avais une première question concernant les équipements sportifs, les 5000 équipements sportifs avec la baisse du budget des sports. Je voulais savoir si éventuellement ce plan allait être revu à la baisse, mais vous nous avez déjà répondu sur cette question. Donc du coup, j'orienterai plutôt la question sur le développement de la pratique sportive au sein des entreprises et de la fonction publique. Vous savez qu'aujourd'hui, la mobilisation des employeurs existe, mais elle est à minima. Hein, je crois qu'elle est à 13% des dirigeants d'entreprise qui déclarent aujourd'hui mettre en place des aménagements en faveur de la pratique sportive. Et donc ma question était toute simple. Comment vous voyez les choses pour encourager et accompagner les entreprises et les administrations à développer la pratique sportive au niveau de leur structure? Merci. Je vous remercie. Delphine Lingemann. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, Monsieur le Directeur Général, alors le plan 5000 équipements a apporté une réponse, et je pense au sein de nos territoires, et je pense que chacun d'entre nous peut en témoigner. Moi, je le fais pour mon département, le Puy-de-Dôme, qui en a bénéficié, et nous vous en remercions. Alors, tous les territoires sont éligibles. Vous aviez identifié quand même 3 types de territoires prioritaires. D'abord, les territoires situés en urbain, quartier prioritaire de politique de la ville, territoire rural, les FRR et les intercommunalités ayant signé un contrat de relance et de transition écologique, et les territoires ultramarins. Alors, sans opposer les territoires les uns aux autres, les ruraux quand même pratiquent sensiblement moins de sport que les urbains, 60% contre 67%, et possèdent moins d'équipements proportionnellement par rapport à la population qu'ils accueillent. Alors cette inégalité met en évidence la question de l'accès aux équipements. Je n'ai pas trouvé les chiffres de ventilation des fonds alloués selon les types de territoires prioritaires que vous avez identifiés. Est-ce que vous pourriez nous les communiquer? Merci. Je vous remercie. Nous passons maintenant à Thierry Pérez. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, Monsieur le Directeur Général, un comité d'experts sur la transidentité dans le sport de haut niveau, initié en 2022 par Madame Oudéa Castéra, alors ministre des Sports, a récemment rendu son rapport. L'objectif affiché des auteurs restant, selon l'équipe, je cite, « d'accélérer le plus vite possible l'intégration des personnes trans dans le sport de haut niveau ». Le Rassemblement national, vigilant face aux risques de dérive et d'inégalité que peut soulever cette question, avait déjà exprimé ses préoccupations à travers la proposition de loi de mon collègue Julien Audoul déposée lors de la précédente législature. Cette proposition visant à faire concourir les sportifs dans la catégorie correspondant à leur sexe figurant sur leur acte de naissance. Aussi, nous aimerions connaître l'avis de l'ANS sur ce rapport et plus largement sur la problématique de la transidentité dans le sport. Je vous remercie. Monsieur Christophe Marion. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, Monsieur le Directeur Général, l'ANS a très largement soutenu le développement de la pratique sportive au cœur de ma circonscription de Loir-et-Cher que vous connaissez bien, Madame la Présidente. Je pense à la Plaine des Sports de Saint-Ouen, au futur gymnase du Civos de Houcq ou au dojo de Naveil. Et pour cela, je me fais le porte-parole des maires en vous remerciant chaleureusement de leur part. Je me fais aussi leur porte-parole en vous demandant de continuer à prioriser les territoires ruraux. Dans le prolongement de cette priorité, ma question porte sur l'accompagnement des collectivités rurales dans le cadre de vos appels à projets tels qu'Impact 2024. Je pense ici particulièrement aux collectivités qui n'ont pas toujours les moyens humains de répondre à des appels à projets sans aide extérieure. Envisagez-vous de déployer des moyens pour simplifier au maximum les candidatures à vos appels à projets? Pourriez-vous par exemple utiliser la plateforme Démarche simplifiée, déjà très connue des collectivités territoriales? Assurez-vous une gestion déconcentrée des appels à projets pour que soient facilités les échanges entre les porteurs de projets, l'ANS et, le cas échéant, les préfectures impliquées qui peuvent assurer une sorte de suivi. Je vous remercie. Je vous remercie. Nous passons à Pierrick Courbon.
Merci Madame la Présidente. La taxe Buffet est un mécanisme de solidarité financière entre le sport professionnel et le sport amateur. Son produit, qui provient à 90% du football, est reversé à l'ANS. Il a déjà été amputé de près de 15 millions d'euros en 2023 en raison du précédent fiasco lié à la défaillance du diffuseur Mediapro à l'époque. Et c'est l'État qui avait compensé le manque à gagner pour le sport amateur. Le nouveau fiasco de la négociation avec DAZN par la LFP se traduit par une nouvelle contraction du montant des droits TV d'environ 33%. Alors sans parler de la taxe sur les paris sportifs dont on verra jeudi si son montant augmente ou pas et dans quelle proportion, le budget initial de l'ANS pour 2025 reste prudent en inscrivant près de 52 millions d'euros au titre de la taxe Buffet, une baisse de seulement 5 millions d'euros. Ne l'avez-vous pas sous-estimé dans la mesure où la Cour des comptes nous indique dans sa note d'exécution budgétaire que le rendement de la taxe Buffet n'a été que de 48 millions d'euros en 2023 contre 60 espérés, et ce avant une nouvelle baisse des droits télé. En toute logique, on sera sans doute plus auprès de 40 millions d'euros de recettes. Quelles conséquences de cette baisse sur le budget de l'ANS et sur le sport amateur? Je vous remercie. Nous passons à Lisette Paulet. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, Monsieur le Directeur Général, la pratique du sport chez les jeunes est essentielle à la fois pour leur santé, leur équilibre et leur éducation. Cependant, l'organisation actuelle des rythmes scolaires, avec des journées souvent très denses, limite la disponibilité des élèves pour participer à des activités sportives en dehors des cours. Dans cette perspective, pensez-vous que l'Agence nationale du sport pourrait jouer un rôle dans une réflexion globale sur la réorganisation des rythmes scolaires afin de libérer davantage de créneaux horaires dans la pratique sportive? De plus, quel dispositif ou partenariat pourriez-vous mettre en place pour encourager les clubs locaux à travailler avec les établissements scolaires pour intégrer davantage de sport dans la vie des jeunes, notamment dans les villes moyennes comme Montélimar? Je vous remercie. Je vous remercie. Nous passons maintenant à Éric Liégeon. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, Monsieur le Directeur Général, l'une des missions de l'ANS est d'aider au développement des pratiques sportives, notamment au travers d'un investissement massif pour les équipements sportifs. En ce sens, les déploiements en 2022 du plan 5000 terrains de sport, puis son renforcement avec le plan 5000 équipements sportifs génération 2024, ont largement été bien accueillis sur le terrain puisqu'ils ont permis la création de nouvelles infrastructures sportives de proximité. Or, les besoins en milieu rural restent considérables en matière d'équipements sportifs de proximité. Les infrastructures insuffisantes, inégalement réparties et souvent vieillissantes sur les petites communes rurales rendent la pratique sportive plus difficile dans les territoires ruraux. Les collectivités territoriales se retrouvent face à un défi financier important du fait des coûts de fonctionnement, des coûts de rénovation et mise aux normes. Je souhaiterais donc savoir comment l'ANS entend-elle poursuivre cet effort d'investissement nécessaire pour les zones rurales en 2025. Je vous remercie. Je vous remercie. Gradiela Melchior. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Directeur Général. La promotion de l'activité physique et sportive, grande cause nationale 2024, a permis à l'Agence nationale du sport de disposer d'une enveloppe afin de financer notamment des projets favorisant l'accès au sport pour tous. Mais pas tous les projets. Je pense au travail mené par le collectif Finistère Accueillir la différence qui, dans ma circonscription, organise chaque année un défi afin de promouvoir notamment des rencontres sportives entre valides et non-valides. Je pense aussi au programme Vélogym plus autonomie avec la Fédération de cyclisme qui prévoit 2 séances de sport par semaine dans les EHPAD et résidences seniors et vise à maintenir et améliorer les capacités physiques et cognitives des résidents. Plusieurs établissements de mon département ont pu déployer ce programme sur une année, dont l'EHPAD de Landerneau, et les résultats sont remarquables. Aussi, je souhaiterais savoir de quelle manière l'Agence nationale du sport pourra désormais accompagner ce type de projet en faveur de nos aînés et des personnes en situation de handicap, et quelles seront, Madame la Présidente, les priorités de financement de l'ANS en matière de développement de la pratique sportive de ces trop souvent oubliés du sport. Je vous remercie. Je vous remercie. Nous passons à Céline Calvez. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, Monsieur le Directeur Général, je souhaiterais aborder de nouveau l'enjeu crucial des équipements sportifs, enjeu auquel les parlementaires avaient répondu en 2021 en votant 200 millions d'euros sur 2 ans pour le premier plan 5000 équipements sportifs. Grâce à ce financement massif, votre agence a ainsi permis de soutenir la création de milliers de terrains dans toute la France. J'ai pu le constater dans ma circonscription des Hauts-de-Seine. Ainsi, l'Agence nationale des sports a pris en charge le financement à 80% des nouveaux équipements du
stade Racine à Clichy. Alors après ce premier plan, les efforts se sont poursuivis, notamment rappelés par les annonces du président de la République en 2023. Et aujourd'hui, et vous l'avez rappelé, beaucoup d'équipements sont financés, beaucoup sont déjà sortis de terre. Ce second plan s'articule autour de 3 axes principaux: les équipements de proximité, les équipements structurants et les cours d'école actives et sportives. C'est justement sur ces dernières que je souhaiterais vous interroger. Ainsi, alors que la loi visant à démocratiser le sport, qui fête ses 3 ans, impose l'aménagement d'accès indépendant aux équipements sportifs dans les établissements scolaires nouveaux ou rénovés, je voulais savoir comment, de votre point de vue, l'Agence nationale les favorise et quels sont les dispositifs qu'elle développe pour accompagner les collectivités dans cette démarche. Je vous remercie. Je vous remercie. Nous passons à Belkir Belhaddad. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Directeur Général, Madame la Présidente de l'ANS. D'abord, toutes mes félicitations et puis surtout un grand merci pour votre discours offensif la semaine dernière aux vœux du CNO, du CPSF et de la ministre des Sports. Vous l'avez dit, et je partage totalement, le sport est le lieu de l'éducation, de l'épanouissement, le lieu de la fraternité, mais également c'est une école de vie. Alors, je vais pas revenir sur les questions budgétaires qui étaient longuement abordées la semaine passée à travers notamment le Parlement du sport. Je voudrais revenir sur l'ANS. L'ANS, c'est plus qu'un opérateur, c'est en fait une participation à cette gouvernance du sport que nous avons souhaité collectivement et qui est un vieux serpent de mer, comme vous le savez. Je constate avec regret que les conférences régionales du sport et les conférences, les CRDS, ne fonctionnent pas bien aujourd'hui. Je pense qu'il y a un vrai axe d'amélioration de ce côté-là et que l'accent doit être mis, et j'aimerais avoir votre avis là-dessus, sur notamment les plans locaux sportifs qui avaient été introduits dans la loi sur la démocratisation de ce sport, qui sont véritablement un moyen de mettre en œuvre le dernier kilomètre de ces politiques publiques. Voilà, merci Monsieur Belhaddad. Nous passons maintenant à Monsieur Philippe Fay. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, chère Amélie Le Fur, félicitations pour votre parcours sportif et tous mes vœux de réussite dans votre nouvelle aventure. Malgré les efforts de l'Agence nationale du sport, les inégalités territoriales en matière d'accès aux infrastructures sportives et aux pratiques restent préoccupantes. En France, l'objectif de 30 minutes d'activité physique par jour pour les jeunes est loin d'être atteint. Dans nos territoires, les défis sont nombreux. Manque de structures adaptées, difficultés d'accès aux équipements, inégalités entre les publics, notamment dans les quartiers prioritaires et les zones rurales. Dans les Hauts-de-France, région dont je suis élu, les chiffres sont alarmants. Seuls 59% des habitants pratiquent une activité physique régulière, soit 7 points de moins que la moyenne nationale. Nous sommes la région qui compte le plus grand nombre de non-pratiquants. Les inégalités sociales aggravent cette situation. Les populations les plus fragiles et les jeunes, issus de milieux modestes, ont moins accès au sport. Par ailleurs, un habitant sur 10 réside en quartier prioritaire où l'accès aux infrastructures sportives est encore plus limité. Si le plan sport-santé et le financement de l'ANS permettent des avancées, ces efforts restent insuffisants face aux besoins du terrain. Ma question est donc la suivante. Comment l'Agence nationale du sport entend-elle combler ces disparités territoriales et assurer un accès véritablement équitable au sport pour tous, notamment dans des régions comme les Hauts-de-France où les besoins sont criants? Je vous remercie. Nous finissons avec la question de Julie Delpech. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, Monsieur le Directeur Général, je me joins évidemment aux remerciements pour votre présence et aux félicitations. Madame la Présidente, je ne vais pas être très originale, je vais aussi vous parler de territoires ruraux, mais ma question fait écho à celle de mon collègue Philippe Fay sur le maillage territorial des équipements sportifs. Moi, sur la première circonscription de la Sarthe, je vois la difficulté des fois des collectivités territoriales, notamment des intercommunalités, à se mettre d'accord pour l'installation d'un nouvel équipement sportif. Je pense que l'Agence nationale du sport dispose d'un rôle clé pour favoriser évidemment le développement d'équipements sportifs, mais on a les données issues du recensement des équipements sportifs qui constituent, je pense, un outil précieux. Moi, je voulais savoir comment ces informations sont-elles utilisées pour repérer les territoires qui sont sous-équipés,
et orienter de ce fait les investissements de manière plus stratégique. Et est-ce que vous avez des projets pilotes ou des dispositifs spécifiques que vous envisagez de déployer pour répondre à ces besoins et pour accompagner, je pense vraiment à l'échelon intercommunal, dans le maillage territorial des équipements sportifs? Je vous remercie. Je vous remercie. Nous allons donc maintenant écouter Madame la Présidente Le Fur et Monsieur le Directeur Général Sanor pour une dizaine de minutes et pour répondre à ces questions de 1 minute. On vous écoute. Merci. Peut-être effectivement en complément de ce qu'on avait déjà pu évoquer, vous dire que bien évidemment l'agence est mobilisée et particulièrement à l'écho des discussions en cours sur le budget. C'était aussi le sens du propos ce matin que nous avons tenu et l'alerte que nous avons passée sur le budget. Et peut-être de façon complémentaire, et Madame Spielboul le disait tout à l'heure, bien évidemment, nous sommes des acteurs responsables, nous sommes conscients de la situation économique du pays. Et quand les acteurs du sport se mobilisent pour maintenir le budget, c'est vraiment en responsabilité. Et je voulais juste, de façon complémentaire, évoquer 2 sujets. Vous rappelez qu'une récente étude d'impact du sport démontre que quand vous investissez 1 euro dans le sport, c'est 13 euros qui sont économisés par ailleurs, eu égard à l'impact économique et social du sport. Ces économies, elles se retrouvent où? Elles se retrouvent dans des enjeux de santé, santé de nos Françaises, de nos Français. Elles se retrouvent aussi dans des enjeux éducatifs, puisqu'on voit que des enfants qui pratiquent régulièrement du sport sont moins décrocheurs. Ça se retrouve dans l'enjeu d'insertion, dans la lutte contre la délinquance. Donc on est vraiment sur un enjeu d'investissement pour notre pays. Et le message que je voudrais vous porter ce matin en tant que présidente de l'Agence nationale du sport, c'est vraiment d'avoir une vision qui n'est pas uniquement une vision 2025, mais vraiment d'avoir une vision moyen terme et long terme sur l'impact que pourrait avoir une coupe budgétaire notable sur le sport. Vous rappelez, même si vous êtes totalement conscient de la situation, puisque vous l'avez relevé à plusieurs reprises, qu'au-delà de la baisse de budget de l'État, nos associations, nos clubs dans les territoires, la pratique sportive que nous pratiquons toutes et tous au plus proche de nos bassins de vie va également être impactée par une baisse de la subvention de la part des collectivités. Donc il faut véritablement aussi être conscient de ça et que le sport, alors même qu'il a connu une année absolument merveilleuse, qu'il a rayonné au travers le monde, aussi bien sur un enjeu de haute performance, de savoir-faire que également d'impulsion auprès des Français, va connaître en 2025 une véritable double peine. Pour revenir peut-être sur une question qui a été posée concernant la pratique des jeunes et les rythmes scolaires, vous dire bien évidemment que l'Agence nationale du sport, dans le périmètre qui est le sien, est mobilisée et restera mobilisée au travers de différents enjeux. Bien évidemment, la continuité de financement des cours actifs dans les écoles, c'est un enjeu important parce qu'on le sait, nos jeunes ne bougent pas assez, mais aussi, et c'est important de vous le rappeler ce matin, parce que l'enjeu de ces cours actifs, c'est aussi de dégenrer la pratique sportive. C'est vraiment de faire en sorte que ces cours actifs, elles permettent aussi à nos jeunes filles de comprendre que le sport, c'est également pour elles et vraiment pouvoir impulser cette dynamique dès le plus jeune âge. On aura également, au travers de la commission héritage, bien évidemment, un suivi sur la continuité du programme sur la semaine olympique et paralympique qui est menée conjointement par le CNOSF, le CPSF et le ministère de l'Éducation nationale. Concernant l'adéquation financement public et privé, nous sommes bien évidemment totalement mobilisés sur ce sujet-là. J'ai déjà eu l'occasion de l'évoquer précédemment dans l'audition. Et bien évidemment, on va continuer, on va capitaliser peut-être sur 2 dynamiques. Je le disais tout à l'heure, la dynamique de la grande cause et eu égard au travail qui avait été mené par Vincent Roger pour aller chercher des partenariats sur des actions spécifiques, de pouvoir entrer en contact avec ces partenaires qui ont souhaité financer le sport différemment et de voir comment dans les actions et les missions de l'Agence nationale du sport et notamment au travers de projets qui sont des projets plus ciblés, pouvoir continuer cette dynamique partenariale. Vous l'avez
l'avez dit, on l'a fait avec la Française des Jeux, avec le programme Gagner du terrain. Nous l'avons également fait avec Nike au travers d'un programme qui impulse la pratique féminine. Donc il y a vraiment cette volonté qui est engagée, qui est généralisée. Et une opportunité également de lien plus fort, certainement avec les partenaires qui étaient les partenaires du comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques. Par rapport à la question du député Courbon, vous dire également que l'idée du partenariat avec le Collège du monde économique n'est pas uniquement le financement. Bien évidemment, c'est aussi de faire en sorte que ce sport, au-delà de la jeunesse, au-delà des Français, vienne aussi insuffler la pratique des salariés. Et en ce sens, voilà, vous dire que nous avions lancé en 2023, Frédéric, tu me corriges si je me trompe, mais la plateforme Solutions Sport Entreprise, voilà, qui permet d'impulser une dynamique en ce sens, et que dans le cadre des conférences régionales du sport et de certains projets emblématiques, et pour n'en citer qu'un qui est un projet emblématique en Centre-Val de Loire, vous avez aussi des dynamiques qui visent à renforcer cette pratique sportive des salariés. Concernant le dernier point, qui est un point d'attention majeur, puisque je le retrouve dans différentes de vos questions, vous dire que ma prise de fonction en tant que présidente de l'agence, elle est nouvelle, elle est récente. J'ai eu la chance de prendre mes fonctions de présidente du comité paralympique au moment où cette agence se crée. Donc j'ai été au moment de cette rédaction de la convention constitutive, et pour autant, quand il y a quelques semaines, quelques mois, je prends la présidence de l'agence, je découvre une agence totalement nouvelle. Donc je suis en train de me faire à son fonctionnement. Et donc, bien évidemment, nous avons une feuille de route, je l'ai dit tout à l'heure, une feuille de route qui vise à simplifier le fonctionnement de l'agence. Nous avons déjà pris des mesures en ce sens lors du premier conseil d'administration, puisque nous avons réduit le nombre d'appels à projets de 16 à 7 pour que ce soit beaucoup plus facile pour les opérateurs, mais également pour le bénéficiaire. J'entends vos préoccupations majeures concernant la gestion des équipements, concernant l'articulation des PSF, des PST, des contrats de développement. Et nous ferons des propositions très prochainement en ce sens, puisque nous tiendrons un séminaire de gouvernance à l'occasion du premier trimestre pour arrêter cette feuille de route. Et bien évidemment, nous sommes à l'écoute également du fonctionnement des CRF et CRS. Je souhaiterais juste terminer en rappelant que ce fonctionnement de l'agence, il est récent, et que ce qui nous a collectivement animés dans la création de cette agence, c'est-à-dire d'avoir un changement de paradigme notable dans la gouvernance du sport, est encore effectif. On ne peut pas se dire que, au bout de 5 ans, les choix que nous avions faits sont totalement obsolètes. Il faut juste peut-être laisser aussi le temps à cette agence de se comprendre, de se découvrir, à des acteurs qui n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble, de le faire très concrètement. En tout cas, voilà, on est aussi à un moment de bascule où on souhaite continuer dans cette dynamique-là, mais certainement en articulant mieux nos process, et aussi parce que c'est essentiel et que je l'ai découvert en devenant présidente de cette agence, parce qu'il y a ce que l'on ressent, il y a ce que l'on dit, il y a aussi ce qu'est la réalité du vécu de terrain, et il y a aussi beaucoup de choses à démystifier et à lisibiliser sur le fonctionnement de l'agence, et on fera tout un travail en ce sens en 2025 pour mieux comprendre et mieux lisibiliser certaines actions et certaines critiques qui peuvent être faites à l'encontre de l'agence, alors même qu'elles ne sont pas véritablement fondées. Oui, en complément, en essayant de reprendre quelques-unes des questions. Alors vous avez effectivement, et Madame la Présidente l'a repris, évoqué le sujet des partenariats. Alors effectivement, depuis la création de l'agence, c'est un volume de recettes externes qui augmente. Ça reste effectivement à l'échelle d'un budget à plus de 400 millions d'euros assez réduit, puisque on a démarré avec 2 millions d'euros, puis 5, puis 8, puis 12, puis cette année 18 millions d'euros. C'est important. Néanmoins, je rappelle que le budget de fonctionnement de l'agence, avec la masse salariale, mais également les dépenses immobilières, de fonctionnement du quotidien, de systèmes d'information, c'est 10 millions d'euros. Ce qui veut dire que ces recettes externes couvrent largement le budget de fonctionnement de l'agence. C'est un élément non négligeable que je voulais préciser. En termes d'orientation et d'action, alors on envisage dans les très prochaines semaines de créer un club des partenaires déjà pour se structurer et pour avancer sur la mobilisation de partenaires. On prend un certain nombre d'initiatives avec des chefs d'entreprise pour essayer de les attirer, de leur expliquer l'action sportive qui est menée, aussi bien
en soutien et pour l'emploi des sportives et des sportifs de haut niveau. Je rappelle qu'on a plus de 1000 sportifs de haut niveau qui sont en contrat d'insertion professionnelle ou en contrat d'aménagement à l'emploi ou dans le pacte de performance avec la Fondation du sport français. Aujourd'hui, c'est près de 200 entreprises qui sont mobilisées et des administrations, qu'elles soient nationales, je pense à l'armée, aux douanes, à la police, à la gendarmerie et bien d'autres, mais aussi des collectivités territoriales qui embauchent des sportifs de haut niveau. Donc cet axe est important dans les partenariats. On envisage des partenariats privés, il y a aussi des partenariats publics qui peuvent fonctionner. On a plusieurs collectivités qui financent déjà les actions de l'agence pour mener une action partenariale collective, et puis effectivement des acteurs privés qui se sont renforcés en cette année 2024 aussi avec la grande cause, ça a été rappelé, et dont pour la plupart d'entre eux on pérennise leur engagement dans le sport à travers des financements fléchés vers l'agence. Je pense au Crédit Mutuel, à Basic Fit, mais il y en a plusieurs autres avec qui aujourd'hui on est en partenariat. On a effectivement également les partenaires de Paris 2024 que l'on démarche, que l'on souhaite intéresser à l'action du développement du sport de haut niveau, au-delà des actions, des droits d'activation qu'ils ont pu acquérir dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques. Effectivement, ce qu'on offre, c'est différent. C'est moins de visibilité JOP, c'est moins d'attractivité médiatique, mais c'est tout aussi important sur les territoires dans l'action du quotidien avec des millions de Françaises et de Français. Donc c'est un enjeu fort que l'on porte, que l'on souhaite renforcer. Effectivement, on a également pour ça l'action en matière d'héritage, dont plusieurs actions et legs nous ont été dédiés. Je pense au dispositif Impact 2024 que l'on menait déjà en partenariat avec Paris 2024 qui va se poursuivre après cette année 2024. On a 9 partenaires qui sont mobilisés, qui vont rester. On va effectivement mener des simplifications avec notamment l'utilisation du compte asso qui est un outil bien connu des acteurs associatifs avec une partie de la gestion bien sûr qui va être là aussi décentralisée et une attention à accompagner, et ça peut répondre aussi à beaucoup de sollicitations qui ont été les vôtres, aussi bien des actions en faveur du sport santé, du parasport, que du sport à dimension plus éducative, en matière d'environnement également et d'insertion par des jeunes et de mise à l'emploi, puisqu'on a également France Travail qui vient abonder assez fortement le budget de cet appel à projet. Dans le cadre de cet héritage, effectivement, eh bien, on a la possibilité, avec les dispositifs Terre de Jeu, Impact 2024, 1, 2, 3, Nager, à la fois de faire vivre l'ensemble des dispositifs qui étaient menés par Paris 2024 et dans lesquels on était très souvent associés et partenaires, mais aussi de créer, d'utiliser les marques créées par Paris 2024 et d'essayer d'attirer des partenaires à continuer à s'engager à travers ces marques, à travers cette commission héritage qui a été initiée en septembre dernier et qui continue à travailler, qui se coordonne au quotidien sous la présidence du mouvement sportif, là aussi, avec Gilles Herbe, qui suit cette commission. Et là, on va aussi pouvoir muscler l'encadrement, les ressources, pour aller chercher des partenaires, pour animer ces dispositifs et pour faire vivre aussi l'héritage des Jeux, on l'espère, sur toute cette période 2024-2030, puisque on aura effectivement des nouveaux Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver en 2030. Vous avez également souvent parlé, rappelé le sujet du périmètre de l'agence, de sa proximité avec le ministère des Sports, de son avenir. Alors c'est vrai que c'est plus difficile pour moi en tant que salarié de la structure de me positionner, peut-être d'être très objectif sur ce sujet. Simplement rappeler, puisque j'en ai été préfigurateur et donc avant même que cette agence soit créée, j'ai été amené à diagnostiquer un petit peu les premiers travaux et à dresser les perspectives. C'est un projet qui a été initié par le ministère des Sports. C'est un projet qui a été créé par la loi et donc voté par le Parlement et qui effectivement avait pour objectif d'apporter de l'expertise, des ressources, de l'agilité et puis effectivement une action de manière plus continue sur le volet développement des pratiques à travers ce qui se faisait au sein du CNDS. Ce que je peux préciser après 6 années maintenant de mission, c'est que les moyens ont été considérablement augmentés. On avait à périmètre équivalent en 2019, quand l'agence s'est créée, 270 millions d'euros de budget. Aujourd'hui, en 2024, le budget était à 445 millions d'euros et le budget initial 2025, bien sûr dans l'attente de la nouvelle loi de finances, était à 415 millions d'euros. Ce qui veut dire qu'effectivement le budget a été
considérablement renforcée parce qu'il y a eu effectivement des choix politiques majeurs, mais aussi, j'ai l'humilité de penser, parce qu'on a fait des propositions avec l'ensemble de la gouvernance partagée, avec l'ensemble des acteurs de terrain, que ce soit effectivement sur des territoires ruraux ou plus urbains, que ce soit avec les clubs, les comités départementaux, les ligues régionales, les fédérations au niveau national, qu'elles soient olympiques, paralympiques, affinitaires, scolaires, non olympiques. C'est vraiment tous ces acteurs-là, le monde de l'entreprise également, qui nous a fait évoluer dans notre manière de déployer nos politiques publiques. Là où avant on s'adressait principalement aux licenciés, aujourd'hui on s'adresse aussi aux pratiquants autonomes, auto-organisés, qui pratiquent avec des solutions digitales, d'où aussi les nouveaux plans qu'on a pu créer en ce sens. Et ça, c'est une vraie évolution. Et je rappelle que sur la question des équipements sportifs, sur les 10 dernières années de financement du CNDS, on était entre 35 et 40 millions d'euros d'investissement par an. L'équivalent depuis 2019 d'investissement de l'Agence nationale du sport, c'est à peu près 20 années de CNDS en 6 ans. Donc voilà, c'est pour dire qu'on a largement accéléré avec les mêmes moyens humains, avec un compte de fonctionnement qui reste tout à fait optimisé. Et donc ça, effectivement, il faut en tenir compte. Il y aura une évaluation externe qui sera menée, pas par nos soins, mais par l'ensemble des différentes inspections qui seront mobilisées sur l'efficacité, sur le périmètre, sur l'interconnexion et la complémentarité avec la direction des sports. Nous, on travaille en lien très étroit avec la direction des sports, en confiance. Nos budgets, nos dispositifs, nos notes de service, nos actions sont menées avec la validation de nos tutelles, que ce soit au ministère des Sports ou au ministère du Budget. Et donc, tout est fait en interconnexion avec un commissaire du gouvernement qui siège également au sein de nos fonctionnements, un contrôle budgétaire ministériel. Donc, tout ça est fait de manière parfaitement transparente, en interaction avec effectivement une dimension d'expertise sur le développement et sur la haute performance qui nous tient à cœur et qui effectivement est revêtie par nos personnels en interne que je salue également pour leur action. Peut-être également... Monsieur le directeur général, je vais vous demander d'abréger un tout petit peu parce qu'en fait, il y a deux questions. Je vois là, ça frétille un peu. Il y a deux collègues qui aimeraient reposer les questions parce qu'il n'y a pas eu de réponse. Voilà. Donc je vous demande juste si vous pouvez conclure, ce serait bien. Et puis ensuite, on passe aux deux questions qui n'ont pas eu de réponse. Ok, il y a eu des questions sur les chiffres. Vous dire qu'en 2024, sur le plan 5000, il y a 37% des crédits qui sont orientés vers les quartiers qui relèvent de la politique de la ville. C'était un tiers, effectivement, d'objectifs de fléchage de financement vers les territoires prioritaires. On a dépassé ce pourcentage-là et on garde une majorité de financement vers les territoires ruraux parce qu'on sait qu'effectivement, les petites communes sont peut-être plus intéressées ou ont peut-être plus de possibilités à mener des projets d'infrastructure moins coûteux que des très grands projets d'équipement à plusieurs millions d'euros. On sait que c'est un élément déterminant. Et puis, il y avait une question effectivement sur le déficit, sur les recettes. Simplement préciser comment on finance ça durablement. Eh bien, déjà, on avait effectivement une trésorerie qui se réduit, mais qui nous a permis d'affronter un certain nombre de dépenses au regard de recettes qui ont pu être organisées dans le temps avec des reports, avec un calendrier de recettes qui a été différé. Je pense aux recettes en investissement, où il y a eu souvent ce débat entre les autorisations d'engagement et les crédits de paiement. Il faut bien avoir en tête que comme on engage plusieurs centaines de millions d'euros en investissement, eh bien, les projets d'équipement des territoires sortent progressivement dans le temps, parfois dans l'année, mais c'est très rare, souvent en 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans après que la subvention a été apportée. Et donc forcément, ça nous demande de gérer ces restes à payer au sein de l'Agence nationale du sport. C'est un enjeu financier très fort, c'est plusieurs centaines de millions d'euros, et ça fait partie de nos équilibres entre dépenses, recettes et gestion de notre trésorerie. Je vous remercie. Je pense que vous avez répondu assez largement aux questions, et notamment aux questions sur les 5000 équipements dans le monde rural. Est-ce que... Oui, Monsieur Courbon et Monsieur Pérez. Allez-y. Oui, merci. Brièvement, voilà, j'aimerais votre éclairage sur le sujet de la taxe Buffet, et en particulier sur sa baisse de rendement et ses conséquences à la fois sur le budget de l'ANS et sur le sport amateur. Et plus largement, si vous estimez que l'agence doit continuer de dépendre du rendement de taxes affectées au rendement par définition aléatoire, et en particulier quand ceux-ci dépendent de la gestion erratique du foot professionnel.
Est-ce qu'on prend les 3 questions en même temps? Ça vous va, Monsieur Pérez? Merci Madame la Présidente. Oui, j'aurais souhaité avoir votre réponse concernant le sujet de la transidentité dans le sport de haut niveau, s'il vous plaît. Merci. Merci. Madame Calvez. Oui, merci. Je voulais revenir sur la question de l'accès aux équipements sportifs des établissements scolaires. Comment l'Agence nationale du sport facilite cet accès, que ce soit par le respect de l'aménagement d'accès indépendant ou même l'information et la mise en place, comme dans les plans locaux sportifs, de cet accès existant. Je vous remercie. Alors, je vais effectivement répondre sur la question de la transidentité. Excusez-moi, j'avais pas... pour moi, il y a 2 sujets hein, sur ce sujet-là qui est absolument important. Il y a la question où notre sport, et je le disais tout à l'heure, doit être respectueux de l'ensemble de ses pratiquants. Donc on a véritablement un enjeu d'être garant que dans les actions qui sont menées par nos associations, nous ayons aussi des actions en faveur de la lutte contre toutes les discriminations. Et la discrimination liée aux personnes transgenres est absolument essentielle. Et donc c'est un volet sur lequel, voilà, je le disais tout à l'heure, on a en 2023 12 millions d'euros qui étaient orientés sur la question de l'éthique et de la lutte contre la délinquance dans le sport. C'est aussi voilà, le financement d'actions sur ce sujet-là. Concernant le deuxième volet, qui était un peu plus celui de votre... question qui est la place finalement des personnes transgenres dans les compétitions de haut niveau. C'est un véritable sujet, ça ne vous aura pas échappé, c'est un sujet qui anime au-delà de nos frontières bien évidemment les fédérations internationales et l'orientation qui est prise actuellement, c'est aussi d'aller chercher un appui scientifique sur la réponse que l'on pourra donner pour ne pas finalement arbitrer de façon totalement non justifiée en faveur d'une réponse ou d'une autre, mais de pouvoir s'appuyer sur des arguments scientifiques, peut-être de façon aussi discriminée selon la typologie de pratiques sportives. Voilà à date ce qui est notre réponse sur ce sujet-là. Peut-être en complément sur la question de la taxe Buffet. Donc effectivement le rendement est différent d'une année à l'autre et de notre côté on en constate au fur et à mesure des versements sur ce rendement l'effectivité, l'intégralité du versement ou au contraire des versements plus partiels. Donc comment on les intègre? Eh bien nous on en prend acte, en fait on n'est pas décideur sur le sujet. Donc quand on doit effectivement recéter 50 millions et qu'on n'en recette que 40, eh bien on en prend acte dans notre budget et puis soit on réduit un certain nombre de dépenses qui avaient été prévues, soit eh bien si on en a la marge de manœuvre, on affaiblit un petit peu la trésorerie de la structure. Ça on va pouvoir le faire un temps, hein, mais au bout d'un moment la trésorerie sera très fortement réduite. Donc ça c'est un premier élément. Donc on en prend acte et puis on s'adapte en fonction des versements qui arrivent souvent jusqu'à la fin de l'année. Donc on essaye d'avoir aussi une gestion responsable et en prévention assez prudente. Donc ça c'est effectivement un aspect. C'est aussi pour ça que dans le budget 2025 sur la taxe Buffet, on a réduit l'objectif par rapport aux années précédentes parce qu'on constatait depuis 2 années déjà que le rendement était plus faible que la prévision et donc on était bien obligé, plutôt que de faire des économies en fin d'année ou d'affaiblir notre trésorerie, d'en anticiper les recettes ou les recettes plus partielles. Concernant le fléchage des différents types de recettes pour l'agence entre dotation de l'État et taxes affectées, bien écoutez, nous, depuis le début, on fonctionne avec un budget pluriel. C'est effectivement un de nos enjeux que de renforcer à la fois les dotations de l'État et les taxes affectées. L'objectif, c'est plutôt d'avoir le maximum de moyens parce que ça a été dit, bien sûr, l'ensemble des projets qui nous sont proposés sur les équipements, on accompagne en moyenne 1 projet sur 4. Donc on voit bien le nombre de sollicitations qu'on peut avoir et malheureusement celles qu'on doit laisser sur le côté au regard d'arguments, de critères bien sûr, mais c'est toujours une problématique. Sur les clubs sportifs, on accompagne près de 20 000 clubs sportifs chaque année, mais on a 160 000 clubs
affiliés à des fédérations en France, on en a autant qui sont non affiliés et qui souhaiteraient avoir un accompagnement. Parfois, 1 500 € peuvent être déterminants et parfois un peu plus pour monter une action plus structurée, plus structurante. Donc voilà, j'ai pas d'avis particulier, si tant est que ce que je peux effectivement témoigner, c'est qu'il y a énormément de besoins dans notre environnement, des besoins qui sont pas souvent très coûteux, mais qui effectivement sont déterminants dans la vie de nos territoires et puis le lien social que nos associations déploient. Et concernant les équipements sportifs scolaires, bien préciser effectivement que dans le nouveau plan 5000, il y avait 3 objectifs, les équipements de proximité, les équipements structurants et les cours d'école. Il y avait un objectif de 1500 cours d'école sur 3 ans, donc en moyenne 500 par an. En 2024, on a fait 499 cours d'école. Alors c'est vrai, on n'a pas atteint l'objectif des 500, on n'est pas très loin. On avait aussi dû réduire un petit peu en cours d'année le budget dédié aux cours d'école parce qu'il y avait eu des mesures d'économie qui nous avaient été imposées. Ça n'a pas freiné la dynamique, on a quand même pu accompagner du design actif dans les cours d'école. En 2025, on ambitionne de rehausser un peu le budget dédié aux cours d'école. Pas forcément pour rehausser le volume en quantité de cours d'école, mais la qualité des aménagements qu'on va pouvoir y faire. Avec toujours du design actif, moins coûteux, mais aussi un peu de mobilier sportif, de matériel sportif dans les cours d'école. Et on a des choses très innovantes qui existent en la matière. Donc ce sera effectivement un des enjeux que de pouvoir continuer à accompagner cette dynamique-là. Et je rappelle aussi là-dessus qu'on avait, avec Paris 2024, financé plus de 30 000 écoles avec des kits de matériel sportif qu'on a donné à l'ensemble des écoles élémentaires dans le pays pour pouvoir accompagner cet héritage, cette dynamique des Jeux avec une sensibilisation également au parasport. Et donc ça, c'est un enjeu déterminant. Et peut-être pour répondre et finir sur les plans sportifs locaux, aussi bien pour le député Bellatat que la question qui a été posée à nouveau, préciser que on a effectivement cet enjeu à la fois de consolider l'action des conférences régionales du sport, mais on voit bien que c'est déjà fragile à ce niveau régional avec un petit millier d'acteurs et en moyenne 50 participants à ces conférences au niveau régional. Et donc cette déclinaison avec 35 000 plans sportifs locaux en articulation avec ces conférences régionales, avec des conférences aussi qui maintenant se développent au niveau départemental. Pas forcément avec une entité juridique propre, mais avec des tournées des départements qui sont faits par les conférences régionales, eh bien ça revêt une certaine complexité en parfaite adéquation, articulation avec les enjeux régionaux. Mais c'est aussi pour ça, on nous demande beaucoup la déclinaison territoriale. Alors les conférences des financeurs, certes, ça n'apporte pas les réponses qu'on veut, mais sur les conférences régionales, là où au départ on était peu prescriptif, aujourd'hui les acteurs territoriaux dans ces conférences nous disent « donnez-nous des orientations, donnez-nous un cap, parce qu'après on prendra ce qui nous semble opportun pour notre territoire et pour mener nos projets sportifs locaux, nos politiques sportives territoriales et aussi se dire qu'il y a potentiellement des financements d'impulsion pour accompagner ces dynamiques-là. Et donc c'est bien dans ce sens qu'on travaille et dans la logique qu'on avait partagée au moment de la loi de 2022, d'une bonne remontée d'informations et puis aussi descendre des impulsions nationales pour qu'il y ait cette articulation entre les enjeux locaux et les ambitions nationales. Bien, je vous remercie pour cette audition, Madame la Présidente, Monsieur le Directeur Général. Nous en avons donc terminé. J'aimerais vous rappeler, mes chers collègues, que la semaine prochaine, nous n'avons pas de commission. Il n'y a pas de réunion de commission la semaine prochaine. Par contre, la semaine suivante, c'est-à-dire le 12 février, nous nous retrouvons à 10 h avec le nouveau président de France Université qui devrait être élu dès demain. Nous auditionnerons aussi le même jour, le 12 février après-midi à 16h30, Madame Elisabeth Borne sur l'enseignement scolaire. Aussi, vous rappelez que le 13 février, nous nous retrouvons à 9 h pour visiter la cathédrale Notre-Dame de Paris avec tous ceux qui sont inscrits pour cette visite. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée.